Ça. Ok. Pour l'instant, on n'a pas de spectateurs de connectés, mais je pense que ça ne va pas tarder. On a encore 2 minutes, donc on va attendre un petit peu. Tac. Est-ce que quand je lance là le webinaire, vous pouvez partager les écrans respectivement ou pas? Ah voilà, qui peut partager? C'est bon, je l'ai. C'est bon, je l'ai, ça c'est bon, c'est parti. Je pense que je viens de le Ouais, mettre. moi je peux. Ok, parfait. Donc on va pouvoir commencer. Je vous propose qu'on attende 5 minutes et puis on peut commencer comme ça le temps pour laisser un petit peu le temps aux gens d'arriver. Pas de problème. Ouais. Bon, et alors la situation, le Covid dans vos hôpitaux respectifs, comment ça se passe? Nous, c'est calme à Toulouse, hein. C'est très calme même. D'accord. Ça remonte un peu, non? Un peu. Et Nicolas, Nous, ça remonte un peu et c'est surtout maintenant, c'est des gens vaccinés. les gens vaccinés? D'accord. Ouais. Mais ouais, ça remonte un peu, mais rien à voir avec ce qu'on a vécu là-dessus. Nicolas, ta thèse de science, ça n'a rien à voir avec le Covid, j'imagine. Ça avait commencé avant. Oui, non, ça n'a rien à voir avec le Covid. Ça a commencé un petit peu avant et puis ça s'est arrêté un petit peu au milieu du début, quoi. Donc, voilà. Ok. Mais ça va, je n'ai pas pris trop de retard malgré l'interruption. Donc, Oh, t'as adoré. j'aime Faire un peu de Covid. C'était ma lumière au bout du tunnel, le Covid. Je me suis dit, waouh, pourquoi je fais de la science? Je pourrais faire de la clinique et voir des patients, Pas n'importe quelle clinique. des patients qui respirent pas bien. Bon, faut dire, il y avait quand même une bonne équipe, c'était sympa. Enfin, c'était sympa. Covid, non, mais bon. Et à Lille et à Toulouse, il y avait des secteurs spécifiques pour le Covid où vous organisiez et aussi pour les gardes de nuit, par exemple, il y avait une garde spécifique pour aller voir les patients infectés. Comment ça se passait? Ou comment ça se passe d'ailleurs? Ben là, il ne se passait plus rien, mais avant, on avait des unités Covid. Après, ça dépendait des services. Moi, j'ai un service de néphrotransplantation avec une réa. Donc, moi, j'avais la réa pour les patients transplantés. J'avais la surveillance continue pour les. En tout cas, j'avais réa Covid, réa non-Covid, surveillance continue Covid, surveillance non-Covid, et j'avais hospice Covid et non-Covid. Donc, j'avais mon service divisé en deux. Ah oui, d'accord. Après, le service est grand, j'ai 80 lits, donc ça permet de. Ah oui, quand même. Elle est pas mal. Ah oui, 80 lits, oui, C'est ça pas mal. ne plaisante pas là. Mais après, dans les autres secteurs, on a ouvert des unités Covid qui étaient dédiées à ça. D'accord. Et Nicolas, c'était pareil? C'était séparé un peu comme ça ou... Ouais, un peu pareil. Sauf que Lille, l'hôpital est vraiment très grand, c'est pavillonnaire. Et au tout début de la première vague, il y a un hôpital entier qui a été vidé de ses services. C'était Ah ouais. pneumo, gériatrie et soins palliatifs. C'est devenu hôpital Covid. Et D'accord, puis ok. ensuite les unités Covid ont ouvert les unes après les autres au fur et à mesure de l'avancement de l'épidémie dans les autres hôpitaux, en faisant sauter les moins urgents. Donc, c'est les chirurgies programmées d'ORL, d'uro, surtout, sont devenues des unités Covid. Je pense un peu comme partout au final. Ouais, c'est ça. Vous, c'était où? Eh bien,
à Saint-Louis, il y avait principalement, si je dis pas de bêtises, les services Covid étaient regroupés au niveau d'un même étage sur un plot de l'hôpital avec plusieurs unités, une unité plus pneumo, une unité gérée aussi par les infectios. Et puis après, il y avait une troisième unité qui était plus au départ un peu de post-urgence, des patients qui attendaient leurs résultats pour savoir si vraiment c'était du Covid ou non, et avoir une idée de si c'était des patients qui étaient plutôt éligibles à des soins plus intensifs ou non, donc d'être transférés dans les services de pneumo. Donc, voilà, mais c'est vrai que ça a été regroupé au même endroit. Et à la fin, on a une petite unité hémato-Covid pour gérer les Exactement. problèmes d'hémato des patients Covid. C'est Ah ça. bon? Hein. Et c'était quoi, par exemple? C'était à la fois, parce que malheureusement, c'était la première vague. Après, on a eu des clusters, donc il y avait des inductions de LA qui étaient Covid, il fallait bien les mettre quelque part. Et il fallait quand même qu'il y ait un hémato qui surveille un peu. Et puis, on a eu des PTI graves post-Covid, où on a transféré ça en hémato, des choses comme ça. Ah ouais. Le patient était encore Covid, il avait un PTI hyper grave, tout ça. Des chimios de malades qui étaient encore Covid sur la PCR, mais qu'en fait, ils avaient passé le moment ils avaient fait le Covid, il fallait faire la chimio, des trucs comme ça, quoi. Mhm. Des trucs que maintenant, on met en salle d'hémato, parce qu'on sait gérer des malades Covid qui ont passé le cap, mais qui ont encore une PCR positive. Maintenant, c'est les mettre en salle. Ouais. Ouais, c'est pas facile en salle parce que on a vraiment quelques mauvaises expériences de clusters méchants, quoi. Où dans une semaine, les 7 patients d'une aile deviennent Covid. Ah ouais. Alors, nous, on a eu des clusters méchants dans certaines unités, mais c'est jamais parti d'un malade dont on savait qu'il était Covid dès le début et qu'on a bien isolé, en fait. C'était toujours Ouais, des bien gens sûr. qui arrivaient pour autre chose et on a découvert après qu'ils étaient Covid, tu vois. Bien sûr. C'est le genre de cluster qui Quand ils sont identifiés évite et un qu'on peu, sait quoi. qu'ils sont Covid, on peut quand même les mettre dans des secteurs un peu… Merde. Ok, bah, je vous propose qu'on commence. Donc là, Ouais. les spectateurs arrivent progressivement. Et donc, je vais laisser la main et la parole donc, au professeur Camard, qui travaille à Toulouse et qui va nous présenter l'étude chez les greffés d'organes de la 3e dose de vaccin ARN. Et donc, on va, je pense, parler peut-être après de l'hématologie vers la fin de la présentation. Donc, professeur Camard, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et donc, effectivement, moi, je suis transporteur d'organes, puisque j'ai une spécificité toulousaine, c'est qu'on a un service de transplantation de néphrologie et de transplantation d'organes, et c'est nous qui suivons tous les transplantés cardiaques, hépatiques, pancréatiques et rénaux. Il n'y a que les greffés pulmonaires qui ne sont pas systématiquement chez nous, donc ce qui fait qu'on a une grosse cohorte de transplantés. Donc, je vous parlerai essentiellement des transplantations d'organes solides et je parlerai quelques mots de la transplantation, des résultats de la vaccination en greffe de moelle. Alors, juste un mot pour planter le décor. Dès le début de l'épidémie, de la pandémie, on a bien compris que la survie des patients transplantés qui sont atteints du Covid était très mauvaise, avec une mortalité chez les transplantés rénaux dans ce registre français était de l'ordre de 23%. Et finalement, on s'est rendu compte par la suite que même au cours de la deuxième vague ou troisième vague, finalement, on n'a pas gagné énormément en survie. Ça, ce sont des données françaises. Et donc, quand on regarde toujours dans les données françaises, quand on regarde sur la mortalité des transplantés rénaux comparée à un groupe de patients non transplantés, qui était apparié sur plusieurs critères qui sont assez classiques, l'âge, le BMI, les facteurs de risque cardiovasculaire, pulmonaire, cancer et diabète, vous voyez sur la courbe du milieu que la survie des transplantés rénaux était inférieure à celle des non transplantés, avec les facteurs de risque habituels de décès dans cette population. Et enfin, juste un mot d'un registre italien qui a comparé également tout Covid entre les transplantés d'organes solides par rapport à des non transplantés. Et là aussi, la survie des patients transplantés était moins bonne par rapport aux non transplantés, avec, ce qui est intéressant, une différence dans la survie en fonction des organes, avec la plus mauvaise survie, c'était chez les greffés pulmonaires, suivi des greffés cardiaques et rénaux,
alors que chez les greffés de pancréas ou les greffés rénaux, la survie était légèrement meilleure, en tout cas significativement meilleure. Donc, très clairement, en l'absence de traitement efficace, il fallait envisager la vaccination. Et dès que la campagne de vaccination a commencé en France, c'est-à-dire le 7 janvier dernier, ce qu'on a fait à Toulouse, donc ça c'est le travail qu'on avait publié avec Olivier Marion sur notre organisation, on a contacté l'ensemble des transplantés d'organes solides de Midi-Pyrénées par texto, par email, par les associations patients, et on leur a tous proposé de s'enregistrer pour être vaccinés, que ce soit sur un numéro de téléphone dédié ou via un site internet. Et on les a tous vaccinés de façon systématique. Et conformément aux recommandations de la Société francophone de transplantation, tous les patients avaient également un suivi sérologique, mais également biologique complet avant chaque vaccin. Donc, à l'époque, en fait, j'avais créé un petit vaccinodrome à transplanter au CHU avant que les gros vaccinodromes existent. Et les patients venaient, ils étaient prélevés, ils étaient vaccinés. On les reprélevait une semaine plus tard pour s'assurer de la tolérance du vaccin sur la fonction rénale, par exemple, et les greffés rénaux. Et après, ils revenaient un mois après pour la deuxième dose. Et donc, dans ce papier qu'on a publié dans Annals, au 16 avril, donc à peine 3 mois après, on avait déjà vacciné plus de 1000 patients. La prévalence d'anti-SARS-CoV-2 d'anticorps était de 2,1% avant de débuter, donc très peu de patients infectés. À un mois, on était à 6,4%. Et après, un mois après la deuxième dose, on était monté à 34%, ce qui n'est quand même pas non plus, qui n'est pas énorme, avec une différence en fonction des organes, 33% chez les greffés rénaux, 50% chez les greffés hépatiques, et en revanche, on était aux alentours de 12% chez les greffés thoraciques. On n'était pas les seuls à avoir fait ce genre d'études. Il y a eu un certain nombre d'études, donc je vais présenter que quelques-unes que j'avais sélectionnées. Les plus importantes, les équipes qui ont le plus publié, c'était les équipes israéliennes, c'était l'équipe de Strasbourg et l'équipe de Johns Hopkins. Et vous voyez, en fonction des types d'organes greffés, la réponse à 2 doses de vaccin, elle variait entre 0% dans certaines études, en greffe hépatique, greffe pulmonaire, pardon, 10%, et ça pouvait monter jusqu'à 50-60%. Mais en moyenne, on était aux alentours de 40% de réponse. Ce qui était intéressant, c'est que jusqu'à présent, on s'était plus focalisé initialement essentiellement sur la réponse humorale avec les anticorps, les binding antibodies, et alors que certaines équipes ont commencé à regarder autre chose, notamment la réponse cellulaire. Et là, vous voyez à gauche un travail qui était fait par l'équipe de Rouen, qui a comparé des greffés rénaux à des hémodialysés. Et on voit que, comme attendu, la réponse humorale était meilleure chez les dialysés par rapport aux patients transplantés. Et la réponse cellulaire également était meilleure. Donc, il y avait les deux réponses qui étaient meilleures chez les non-immunodéprimés. Une étude comparable faite aux États-Unis avec des immunocompétents qui retrouvent le même profil de patients. Une des meilleures études qui avait été faite, c'est une étude canadienne qui a regardé également l'impact de deux doses vaccinales chez 127 transplantés d'organes solides. Grosso modo, 34% de réponse humorale. Ils ont regardé, ce qui est intéressant, on reviendra dessus tout à l'heure, les anticorps neutralisants. Donc, on fait un modèle de culture cellulaire et on fait agir les anticorps pour voir s'ils arrivent à neutraliser le virus. Et dans cette étude, ils ont trouvé que 26% des patients avaient des anticorps neutralisants. Et ils ont regardé également la réponse cellulaire. Il y avait une réponse cellulaire CD4, mais quasiment pas de réponse cellulaire CD8. Toujours dans notre travail d'Olivier Marion, on a regardé les facteurs prédictifs de réponse à 2 doses vaccinales dans une cohorte de 400 patients. On a trouvé qu'effectivement, le sexe jouait, le sexe masculin, l'âge, plus on était âgé, moins bien on répondait. Les transplantés hépatiques répondaient très bien. Plus on était loin de la greffe, mieux c'était. Et le débit de filtration glomérulaire jouait également un rôle. De façon à l'opposé, les patients qui avaient une greffe thoracique répondaient moins bien. Ce qui était intéressant pour nous, c'était de regarder les associations de traitement immunosuppresseurs. Comme vous le savez probablement, chez les transplantés d'organes solides, le gold standard, c'est l'association tacrolimus et acide mycophénolique.
Maintenant, on utilise de plus en plus tacrolimus et inhibiteurs de mTOR et on voit que finalement, ceux qui reçoivent des inhibiteurs de mTOR répondaient nettement mieux que ceux qui reçoivent de l'acide mycophénolique. Ceci avait été également vu dans un travail de l'équipe de Strasbourg qui a montré que les patients qui reçoivent des inhibiteurs de mTOR, donc le petit p était significatif, avaient une meilleure réponse par rapport aux patients qui ne reçoivent pas de traitement par inhibiteur de mTOR, notamment qui reçoivent l'acide mycophénolique. En d'autres termes, une immunosuppression un peu plus lourde. Un autre élément qui était important chez nous, c'est qu'on a un certain nombre de nos patients qui reçoivent du belatacept, qui est un inhibiteur du deuxième signal. Donc, c'était à la 4IG. Et on a mené une étude avec nos collègues de Necker. On a regardé la réponse cellulaire, la réponse humorale, pardon, à 2 doses vaccinales. Et vous voyez qu'on était très, très bas, puisque seulement 5,7%, 6% des patients arrivaient à développer des anticorps, donc c'est quasiment rien, et aucun n'avait une réponse cellulaire. Une autre étude a confirmé ces mêmes résultats en regardant également la réponse cellulaire et la réponse humorale, et toutes les études étaient concordantes, très très peu de réponses avec 2 doses vaccinales. Ce qui était un peu embêtant, c'est qu'on avait observé rapidement après avoir administré 2 doses chez nos patients, un certain nombre d'infections, y compris des infections sévères. On avait recueilli au niveau de la Société francophone de transplantation très rapidement après la 2e dose les premiers cas. On a recueilli très rapidement 55 cas de patients qui ont développé des Covid. 15 patients, donc 27% ont nécessité de l'oxygène, 6% ont nécessité de la réanimation et 3 sont décédés. Ils avaient tous reçu 2 doses et le Covid est apparu à peu près 3 semaines après la 2e dose. Donc, très clairement, la 2e dose n'était pas suffisante. Et dans une étude, toujours l'étude de l'équipe de Johns Hopkins, pardon, ils ont regardé les infections malgré la vaccination. On voyait que chez les immunodéprimés, par rapport aux immunocompétents, c'était 82 fois supérieur. Et quant au taux d'hospitalisation de décès, c'était quasiment 500 fois supérieur. Donc, clairement, 2 doses insuffisantes et nécessité d'une 3e dose vaccinale. Alors, 3e dose vaccinale, il faut juste savoir que ça a été longuement discuté entre la Société de transplantation, avec le conseil scientifique de la vaccination, avec Alain Fischer, pour autoriser la 3e dose. Le premier papier qui a été publié est un papier de l'équipe de Johns Hopkins qui a rapporté des patients qui n'avaient pas répondu à 2 doses et qui ont eu une 3e dose. Et 14 jours après la 3e dose, 6 patients qui étaient initialement séropositifs ont vu leur anticorps augmenter et les 24 qui étaient initialement séronégatifs, 25% sont devenus positifs. Il faut savoir que dans toutes les études de Johns Hopkins, ça a été fait de façon un tout petit peu étonnante, puisque c'était des informations recueillies sur Internet via les réseaux sociaux. Ce n'étaient pas des patients qu'ils avaient sous la main. Donc, chacun renvoyait la sérologie, parfois il renvoyait du sang et donnait des infos. Donc, c'était un tout petit peu étonnant comme façon de faire de la recherche. Cela dit, ils l'ont publié quand même dans Annals. Donc, nous, on a publié la première grosse série donc, dans le New England l'année dernière, où on avait plus d'une centaine de patients transplantés d'organes solides qui avaient eu leurs 2 doses et à qui on a fait la 3e dose. C'était tout patient tout venant, quel que soit le taux d'anticorps lors de la 2e dose. Et vous voyez qu'on est passé de 0% avant la première dose, 4% avant la 2e, 40% avant la 3e, et là, on est monté à 68%, donc avec une augmentation très importante du titre d'anticorps, et à peu près 44% des patients qui étaient séronégatifs ont séroconverti. On a complété cette étude en augmentant juste l'effectif. On est passé à plus de 400 patients et on retrouve exactement les mêmes chiffres en passant de 1,3%, 41% après 2 doses, à 68% après 3 doses. Donc, clairement, la 3e dose était indispensable. Quand on regarde juste un sous-groupe de patients qui a été testé par la même technique, parce que la difficulté qu'on a eue au cours du temps, c'est qu'il y a eu plusieurs tests sérologiques. Tous ne rendaient pas avec les mêmes unités, ça vous avez dû le remarquer.
vous avez des unités arbitraires, vous avez des unités par millilitre. Et actuellement, il faut les rendre en BAU par millilitre, c'est-à-dire Binding Unit Antibody par millilitre. Et en fait, notre technique, le rapport était de 1 pour 1, donc ça tombait très bien. On a regardé les facteurs prédictifs de réponse à la 3e dose. En fait, étaient exactement les mêmes quasiment que ceux qu'on avait observés pour la 2e dose. Rien ne changeait, hormis le fait que les patients répondaient nettement mieux. Quelques mois, en tout cas 2 mois après notre premier papier, il y a un deuxième papier dans le New England qui était très intéressant puisqu'il s'agissait de la seule étude qui existe actuellement qui est randomisée prospective. Nous, tous nos patients avaient été vaccinés par du Pfizer, là c'est du Moderna, où les patients avaient été randomisés pour recevoir soit une 3e dose, soit du placebo. Et ils ont regardé la réponse humorale, 55% après 3 doses versus 18% avec 2 doses. Le taux d'anticorps, vous le voyez, ça monte en flèche après la 3e dose. Quand ils ont regardé le taux d'anticorps neutralisant, donc ils ont utilisé une technique en considérant qu'elle permettait d'obtenir 50% de protection clinique, pas de protection clinique, de neutralisation, pardon. La proportion de patients ayant un taux d'anticorps supérieur à 30%, c'était 60% avec 3 doses versus 25% avec 2 doses. Et la réponse cellulaire était meilleure pour les CD4, pas de réponse CD8. Donc, c'est un très beau papier, bien présenté. D'autres équipes ont présenté des résultats assez similaires. Ça, c'est l'équipe de Strasbourg, dans JAMA, qui ont repris des patients qui n'ont pas du tout répondu initialement aux 2 doses ou qui avaient une réponse très faible. Et vous voyez très clairement qu'ils répondent de façon très importante à la 3e dose. Et bien entendu, ceux qui avaient déjà une petite réponse étaient nettement plus boostés que les autres. Et enfin, une étude de Nantes qui retrouve le même chiffre que nous, 69%, qui est à 68% chez les transplantés rénaux. Et là aussi, c'est une augmentation très importante de la réponse humorale. Cependant, on reste quand même sur des taux faibles avec certains immunosuppresseurs. On a parlé tout à l'heure du belatacept qui était à des taux très faibles. Ça augmente un tout petit peu. Dans notre expérience, nous, on a réussi à monter jusqu'à 30%, ce qui est quand même pas majeur, que ce soit avec du CellCept ou avec des inhibiteurs de mTOR. D'autres études ont retrouvé des chiffres plus bas, du 6%, du 17%. Donc, on reste à quasiment un tiers des patients maximum qui peuvent répondre même à 3 doses vaccinales. La safety, sincèrement, très rapidement, pas grand-chose, un peu de fatigue, un peu de myalgie, comme nous tous, comme j'ai eu quand j'ai eu ma 2e et ma 3e dose vaccinale, comme tout le monde, rien d'extraordinaire. Cependant, il faut quand même être vigilant. C'était une raison pour laquelle on a bien surveillé nos patients. Ça, c'est le cas d'une de nos patients, jeune patiente, 23 ans, greffée rénale, qui, après la première dose, a commencé à augmenter sa créatinine, 2e dose, et là, biopsie, un gros rejet cellulaire, plus une part humorale, apparition d'anticorps dirigés contre le greffon. Et malgré les traitements, finalement, elle partait de 80 micromoles de créatinine. Là, au mieux, elle est entre 200 et 300 micromoles. Donc, on peut avoir des rejets, d'où la nécessité d'une surveillance, d'un monitoring biologique chez les patients vaccinés. On a eu également quelques cas, soit de déclenchement d'hépatite auto-immune, soit quelques rejets en greffe hépatique, mais très modérés. Avec tout ça, il reste quand même beaucoup de choses pour lesquelles on n'a pas de réponse. La première, quid de l'utilisation pas des anticorps ARN, des vaccins ARN, mais les vaccins à vecteurs. Il y a très peu de données chez les patients transplantés. Donc, vous voyez une seule étude avec 2 doses où on a une réponse qui est relativement 59%. Mais la majorité des patients avaient des taux d'anticorps, ils étaient positifs certes, mais avec des taux d'anticorps extrêmement faibles, très probablement ne permettant pas d'avoir une protection. Un élément important, c'est un papier de Nature publié par nos collègues allemands qui ont regardé la vaccination hétérologue, c'est-à-dire on combine, ils ont commencé par de l'AstraZeneca, ils ont complété par de l'ARN. Il n'y a pas de grosse différence sur les réponses humorales, mais en revanche, il y a une meilleure réponse sur la réponse cellulaire, notamment CD8. Et quand on a vecteur plus ARN, on a un peu plus de neutralisant par rapport à vecteur-vecteur.
Ultérieurement, la même équipe a publié un autre article, mais que chez des patients transplantés d'organes solides, donc 70 immunocompétents versus 80 transplantés d'organes solides. La différence était essentiellement sur la réponse cellulaire, un tout petit peu sur la réponse humorale, mais toujours en faveur d'une vaccination hétérologue. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Il y a eu depuis plusieurs papiers, pas chez les transplantés, mais qui montrent que finalement, l'association AstraZeneca suivie d'un ARN donne probablement de meilleurs résultats que ARN seul. Une question pour laquelle on n'a pas de réponse. Chez le patient qui a déjà eu un Covid, faut-il une dose, 2 doses, 3 doses après le vaccin? Pour l'instant, il n'y a que très peu de données dans la littérature. C'est l'augmentation après une seule dose. Les patients qui étaient déjà positifs, on les booste avec une dose et ils montent à quasiment 10 000 d'anticorps, donc c'est énorme. Actuellement, on leur fait 2 doses, mais on ne passe pas la cape pour passer à 3 doses. Et là encore, il nous manque beaucoup de données. Une question qui est très importante, c'est finalement tous nos patients immunodéprimés, qu'ils soient transplantés d'organes solides ou de moelle, d'ailleurs c'est la même chose, ils montent leur anticorps après 3 doses, mais combien de temps ça va durer? Alors ça, c'est un papier qui a été publié par l'équipe de virologie et de santé au travail du CHU Toulouse, où on a suivi quasiment 9000 soignants et on a regardé les seuils de protection des anticorps par rapport à la survenue d'un Covid clinique. Et donc, finalement, on a réussi à établir des cut-offs. Et j'ai vu hier que l'équipe de Strasbourg a fait une étude similaire avec un peu moins de patients, mais ils tombent exactement sur le même cut-off. C'est-à-dire que les patients qui ont moins de 140, 141 BAU par millilitre, ils ont une protection de 12%, donc pas grand-chose. Les patients qui sont entre 140 et 1700, c'est 89%. Au-delà de 1700, ils sont à 100% de protection clinique. Et quand on regarde non pas la réponse des anticorps tout court, mais les anticorps neutralisants, quand ils sont à moins de 64, c'est 76%, 94% de 64 et 128 et 100% au-delà de 128. Donc maintenant, on a une référence sur laquelle on peut se baser pour voir si nos patients qui sont positifs sont protégés ou pas. Donc ça, c'est un papier qui est actuellement soumis, donc je vous le présente en avant-première. Quasiment 900 patients chez nous qui ont eu 3 doses. On a regardé ce qu'ils sont devenus. Un mois après la 3e dose, il y avait 66% qui étaient positifs, ce qui correspond au chiffre précédent, 33% qui étaient négatifs, une partie ont eu autre chose entre-temps. Ceux qui étaient suivis à 3 mois, ils sont tous restés négatifs, hormis quelques patients qui ont positivé de façon retardée, mais avec des taux très faibles. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que chez les patients qui étaient à 1 mois, on les a suivis jusqu'à 3 mois. Et en fait, il y a très peu de patients qui deviennent séronégatifs, 5%, 95% restent positifs. Ça ne veut pas dire grand-chose si on ne regarde pas ce que je vous disais tout à l'heure, les anticorps et les anticorps neutralisants. Donc, c'est ce qu'on a fait. On les a classés à 1 mois après la 3e dose et à 3 mois après la 3e dose. Là, c'est les moins de 140. Donc, vous voyez que finalement, ça ne bouge pas tant que ça. Ceux qui étaient très hauts baissent un tout petit peu, de 26 à 19. Mais finalement, ça ne bouge pas énormément, 1 mois et 3 mois. Et concernant les anticorps neutralisants, là aussi, on a une baisse essentiellement de ceux qui étaient très hauts, mais ceux qui étaient bas ou moyens, ils ne bougent pas énormément. Et voilà, donc c'est ça. Et là, c'est un sous-groupe de patients qui ont eu, c'est les mêmes qui ont eu le M1 et le M3. On voit qu'il n'y a pas de grosse différence, hormis que sur le neutralisant, comme je vous le disais. Pour finir, quasiment à la fin, finalement, quelle stratégie pour les patients qui n'ont pas répondu à 3 doses? Parce que quand même, il reste un tiers des patients. Faut-il donner une 4e dose ou on utilise des anticorps monoclonaux en pré-exposition? Alors, sur les 4e doses, chez les transplantés d'organes solides, il y a un seul papier qui est publié, qui a été fait par l'équipe de Johns Hopkins. Très sincèrement, je ne sais absolument pas l'interpréter, puisqu'on a des taux d'anticorps qui sont difficilement interprétables. Alors, je vous montre un de nos papiers qui est actuellement sous embargo, mais vous avez la primeur. Ce sont 37 patients qui étaient négatifs ou très faiblement positifs, qui ont eu leur 4e dose. On voit qu'un certain nombre deviennent positifs.
les anticorps augmentent, mais en pratique, ils restent tous en dessous du seuil de protection. Et quand on regarde la réponse cellulaire, ils restent également en dessous du seuil de protection. Et les anticorps neutralisants, ils sont tous inférieurs à 64. Donc, la 4e dose ne me semble pas intéressante, puisque finalement, même ceux qui séroconvertissent ont des taux d'anticorps neutralisants très bas et très peu de réponse cellulaire. C'est peut-être anxiolytique pour le docteur, mais c'est inefficace pour le patient. Enfin, nous, on a l'habitude maintenant de les vacciner avant la greffe, bien sûr, sauf qu'on n'a pas d'idée ce qu'ils deviennent après. Il y a très peu de données dans la littérature de ce que deviennent ces patients après la transplantation, pendant combien de temps ils vont garder leurs anticorps. Alors, 2-3 études juste rapides en greffe de moelle, donc 2 doses. Ça, c'est un papier publié aussi dans JAMA, où finalement, grosso modo, la réponse à 2 doses était largement meilleure en greffe de moelle par rapport à ce qu'on observe, nous, en greffe d'organes solides, 83%, avec finalement une différence en fonction de la durée post-greffe. Plus les patients sont proches de la greffe, donc ils ont plus d'immunosuppression, moins bien ils vont répondre. Une autre étude, toujours en greffe de moelle, qui montre clairement que quand on donne les 2 doses, et un certain nombre de patients augmentent, et les facteurs associés à une mauvaise réponse, c'est ce qu'on observe absolument en greffe d'organes solides, l'âge, la durée depuis la greffe, l'utilisation d'anticorps polyclonaux comme de l'ATG, et bien sûr les lymphopénies. Et enfin, un autre papier qui a été fait, c'est la même équipe qui a publié le papier avec 2 doses puis 3 doses, équipe parisienne, un papier très bien fait. Avec 2 doses, on voit que finalement, ils ont 59% de réponse. Et là, vous voyez qu'ils les ont boostés avec la 3e dose en greffe de moelle. Et là, c'est augmenté de façon importante. Et le seul facteur prédictif associé à la réponse humorale était un taux de lymphocyte B qui était bas. Donc, en pratique, pour résumer, actuellement, ce qu'on préconise, c'est la vaccination avant la transplantation. Faut-il la rendre obligatoire? Bon, on s'y dirige, surtout quand en période d'épidémie, quand il y a une grande réplication virale. 3 doses, ça nous semble indispensable. Pour les répondeurs, quand est-ce qu'il faut faire le rappel? La stratégie chez nous, c'est on regarde les anticorps. Ceux qui ont moins de 140, on les réinjecte. Ceux qui ont plus de 140, on les recontrôle 3 mois plus tard. Pour les non-répondeurs, je n'y crois pas vraiment à la 4e dose parce que finalement, les résultats ne sont pas très bons, voire pas bons du tout. En revanche, on y croit vraiment aux anticorps monoclonaux en pré-exposition. On en a fait quasiment 250 patients. Et là, on va prochainement publier un papier qui montre que ça marche très, très bien. Il monte à des taux d'anticorps aux alentours de 10 000. Et quand on les compare à un groupe qui n'en a pas reçu, il n'y a aucun événement. Donc, c'est probablement la stratégie à adopter. Donc, voilà, je vous remercie et j'espère ne pas avoir dépassé et je suis prêt à répondre à vos questions. Est-ce que vous restez jusqu'à la fin, professeur Camar? Alors, si je peux ne pas rester jusqu'à la fin, ça m'arrangerait. Mais si vous voulez que je reste, je reste. Non, parce que du coup, moi je parle en dernier et en fait, c'était pour vous, je pense que c'est pour discuter des stratégies. C'est assez intéressant, mais je pense que du coup, moi je vais spoiler ma présentation parce que par Ah non, exemple, non, en alors, pré-exposition, le Ronaprev, nous on a décidé de ne pas le faire pour des problèmes logistiques chez tout le monde. Mais du coup, bon, c'est pas grave si vous. non, 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 Voilà, moi, non, mais du coup, je reste connecté, je m'absente 2 minutes et je reviens. Non, il n'y a pas de problème. Je suis là, il n'y a pas de problème. bon, ça sera pour la discussion de la fin, parce qu'on a, je pense, le même message, mais peut-être enfin, sur la fin, non, pour des problèmes logistiques, nous, on a décidé de ne pas le faire chez les patients de Saint-Louis, et du coup, je pense que ça sera intéressant d'en parler. Oui, pas de problème, je serai là. Désolée, je vous gâche votre soirée, vous aviez peut-être prévu de partir. Oh, non, 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 vous inquiétez pas. J'aurais une petite question, si je peux. Oui. Les patients qui sont sous rituximab ou qui ont des hypogammas profondes, quelle est votre stratégie actuellement? Parce qu'il y en a qui, du coup, ne vaccinent pas du tout et d'autres qui disent que on arrête le rituximab parce qu'on ne peut pas vacciner. Est-ce que vous avez des points de vue différents?
Alors, ceux qui ont eu du rituximab de façon récente, très sincèrement, je pense que ça ne sert à rien de les vacciner. Euh, ce qu'on f- on n'a pas le droit de leur faire du Ronapreve parce que de toute façon, ils n'ont pas eu leur vaccin. On leur fait leur rituximab parce qu'ils en ont besoin pour leur traitement. En revanche, on les briefe que dès qu'ils sont contact ou supposés contact, on leur fait du Ronapreve en post-exposition. Ouais. Après, ne pas faire le rétux, il n'y a pas beaucoup de situations finalement où on peut se permettre de ne pas faire le rétux. Je pense qu'en hémato, il y a des. Nous, on s'est beaucoup posé la question sur le rétux d'entretien du lymphome folliculaire. Ouais. Parce qu'après tout, ça a montré une amélioration de la PFS, mais pas de l'OS. Après, dans beaucoup d'autres indications, c'était quand même indispensable. Donc là, ça dépend de la gravité de l'hémopathie en ce qui concerne le versant hémato. Ça nous arrive dans certaines LLC ou tout ça d'essayer de se passer du rétux, mais c'est quand même compliqué. Et là, maintenant, il faut vraiment que les gens. Alors, par contre, sous rétux, ça, c'est inutile. On n'a pas beaucoup de données probablement qui perdent leurs anticorps, mais ce qu'on essaye quand même, c'est de bien les vacciner avant d'essayer de débuter le rétux, si c'est possible et si l'indication. Euh, Enfin, l'urgence de l'indication, ça dépend de l'urgence de l'indication. Ben, nous, c'est pareil parce qu'en fait, on utilise les rétux pendant les vascularites. Et dans une vascularite, on retarde absolument pas. Donc, on n'arrête pas le rétux en vue d'une vaccination. Si on peut vacciner avant, tant mieux. Mais sinon, on fait le rétux et on se débrouille avec du Ronapreve ou et on attend. Ouais. D'accord, parce que c'est vrai que là, dans le centre où je suis, ben, il y a beaucoup de médecins qui font plus du tout le ritus en entretien à cause du Covid et que l'hiver arrive. C'est pour ça que ça m'avait un peu surpris initialement. Mais après, c'est une pratique, Bah, étant le donné que ritus d'entretien, pour parler de cette ça n'a indication, pas après, donné enfin, de... je me permets, dans le folliculaire, du coup, t'as pas de, dans les études, tu n'as pas de bénéfice en Oui, survie. exact. Donc la balance Et- bénéfice-risque, je suis assez d'accord qu'elle n'est pas trop à ouais. continuer le ritus d'entretien dans cette indication-là, de lymphome folliculaire. Ça se discute au cas par cas. Et est-ce que dans les hypogammas, par exemple, ça peut être des hypogammas auto-immunes ou dans des hypogammas pour d'autres déficits immunitaires, est-ce qu'on ferait à peu près pareil ou est-ce qu'on ferait du coup, ça sert à rien de faire de vacciner ou est-ce que ça dépend vraiment de la profondeur Ah non, moi, dans ce cas-là, nous, on vaccine, on voit ce qui se passe. Et comme il ne se passe rien en général, on est à 3 vaccins, ce qui nous ouvre la porte du Ronapreve en pré-exposition. D'accord, bah, merci beaucoup. Oui, et juste un mot pour la partie hémato. Clairement, par exemple, les myélomes sous Dara, ils peuvent répondre, hein. Donc, Oui, il y a absolument. vraiment un truc avec le rétux. Et les autres causes d'hypogamma, il faut essayer de les vacciner. Tu n'es pas garanti d'avoir une réponse, mais il faut les vacciner, hein. Il y a vraiment un truc, il y a l'hypogamma, certes, mais il y a le rétux vraiment en plus. Les myélomes, ils peuvent répondre et les déficits immunitaires primitifs aussi, ils sont vaccinés, hein. Ok, merci beaucoup. Alors, je pense que je vais prendre le relais de Nicolas Nicolas Vallée qui a l'air de pas réussir à se reconnecter. Donc, je suis une autre membre de l'AIH. Donc, est-ce que dans l'instance, il y a d'autres questions pour professeur Kama? Test, test. Ah, c'est bon, ça marche. Ok, Il est revenu. c'est bon, désolé, non, mais c'est bref. Voilà, petit problème de connexion. Voilà, désolé. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, dans ce cas-là, on va pouvoir, on vous remercie beaucoup, Avec professeur plaisir. Kama, pour cette Merci présentation. beaucoup. Et on va pouvoir passer à la présentation suivante. Donc, Nicolas Branche a fait sa thèse sur une cohorte de patients avec hémopathie qui ont eu le Covid et a notamment été récompensé du prix de thèse de l'AIH de cette année et va pouvoir nous présenter ses résultats. Donc, il faudrait pouvoir partager l'écran. Normalement, Merci et beaucoup. tu as l'accès au partage d'écran, oui, Nicolas. Voilà. Hop. Voilà, parfait, on le voit. Est-ce que vous voyez la diapo?
Oui, très bien. Ok, C'est parfait. parfait. Eh ben, merci beaucoup. Donc, merci pour ton introduction. Voilà, moi, je finis tout juste mon internat au CHU de Lille et je vous remercie beaucoup de m'avoir invité ce soir. Euh, Comme tu le disais, je vais vous présenter notre cohorte de patients qui sont suivis en hémato et qui ont eu le Covid en 2020. C'était tout à fait mon sujet de thèse qui a été qui a été co-dirigé par un infectiologue, Dr Alfandari, et par le professeur Morshauser en hémato. Euh, Donc, bon, on a vu que nos patients qui sont fortement immunodéprimés à cause de leur maladie ou à cause de leur traitement sont à haut risque d'infection sévère et que le Covid était vraiment un nouveau défi pour nous. Ce qui nous a vraiment marqué, c'est que dans la littérature, les cohortes publiées de patients qui sont atteints d'hémopathie maligne et qui contractent le Covid-19 sont très hétérogènes, avec des taux de forme grave et de décès qui varient, vous le voyez, quasiment d'un facteur 3, quoi, entre 20 et 60% de formes graves et entre 13 et 37% de décès. Donc, euh, bon, voilà. En plus, dans cette population particulière de patients, les facteurs de risque associés aux formes graves recoupent en partie ceux qui sont connus pour la population générale, comme l'âge, les comorbidités, le mauvais état général. Mais également, il existe des facteurs spécifiques à l'hémato, comme le statut incontrôlé de la maladie ou le pronostic hématologique évalué à moins d'un an, le traitement en cours, les chimiothérapies en cours. Voilà, c'est des facteurs intrinsèques à l'hémopathie maligne. Cependant, ce qui est marquant aussi, c'est que certains facteurs comme la leucopénie, la neutropénie, l'allogreffe, l'autogreffe sont assez discutés et assez variables dans les séries sur le risque de l'infection à SARS-CoV-2 vers une forme grave. Donc voilà, dans ce contexte, notre étude, c'est surtout un retour d'expérience sur les patients atteints d'hémopathie maligne, hein, c'est vraiment les hémopathies malignes, et infectés par le SARS-CoV-2 en 2020 dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Bon, c'est intéressant parce qu'on a eu un taux d'incidence assez élevé en 2020 au cours des 2 vagues épidémiques et que c'est des départements qui sont densément peuplés. Donc on a eu beaucoup de cas et c'est une manière de transmettre, enfin de retour d'expérience. Alors, on s'est aussi intéressé aux formes graves et à savoir si on pouvait essayer de ressortir les facteurs de risque de formes graves dans cette population. Donc, on a essayé de reconstituer rétrospectivement la cohorte de tous les patients qui sont suivis en hémato dans le Nord-Pas-de-Calais et qui ont fait le Covid. Donc, il y a 7 centres qui font de l'hémato, 7 hôpitaux qui font de l'hémato dans le Nord et le Pas-de-Calais. Les patients inclus étaient majeurs, avaient une hémopathie maligne prouvée, ce qui impliquait une preuve de clonalité en cytogénétique ou en biologie moléculaire, et une infection à SARS-CoV-2 prouvée également, soit en sérologie, soit en PCR, au cours de l'année 2020. Afin d'être le plus exhaustif possible pour retrouver tous les patients, on a utilisé une méthode de recrutement un peu particulière, on peut dire multimodale, à la fois basée sur le département de l'information médicale dans chaque hôpital, mais également sur l'interrogatoire rétrospectif des cliniciens, des hématologues, et également sur la base de données biologiques du département de virologie au CHR de Lille, qui a concentré une bonne partie des échantillons de prélèvement SARS-CoV-2 pendant une bonne partie de l'année 2020. On a défini l'événement forme grave comme le décès lié au Covid-19 ou le passage en réanimation pour Covid-19, ou bien les patients qui ont eu une oxygénorequérance à plus de 6 litres par minute pour Covid-19. Ça nous permettait de récupérer les patients qui avaient une indication de réanimation, mais qui n'étaient pas allés en réanimation parce que pas de place ou parce que contre-indiqués à la réanimation pour mauvais état général. Voilà. Donc forme grave, décès ou réanimation ou plus de cycle d'oxygène pour Covid-19. Bon, le diagramme de flux de notre cohorte est représenté sur cette diapo. Vous pouvez voir qu'avec la méthode de recrutement, on a identifié 780 patients
En fait, beaucoup ont été exclus parce que beaucoup n'avaient pas d'hémopathie maligne. Je vous le disais, c'est des carences martiales, des hémopathies bénignes, de drépanocytose ou des suspicions de syndrome myeloprolifératif, par exemple, sans mutation identifiée, donc ça ne nous allait pas. D'autres n'avaient pas d'infection à SARS-CoV-2 prouvée. Ça, c'était embêtant. Il y a notamment certains patients qui avaient des symptômes typiques, une imagerie typique, mais pas de test diagnostique, notamment pendant la première partie de l'épidémie où on n'avait pas de PCR pour tout le monde. Bon, il y avait quelques doublons et homonymes, et au total, 450 patients étaient éligibles, 9 ont refusé de participer, et donc on a inclus et analysé 441 patients. Au sein de notre cohorte, l'âge moyen était de 69 ans. Les patients étaient relativement comorbides puisque 1 sur 5 était diabétique, quasiment 1 sur 4 était obèse, et vous voyez que plus de la moitié avait plus de 3 comorbidités. Ils étaient globalement en bon état général, ils avaient un ECOG à 0, 1, 2 pour la majorité. Pour les caractéristiques hématologiques, on a retrouvé une représentation assez homogène de l'ensemble des hémopathies malignes, avec sur la droite du diagramme en vert les hémopathies lymphoïdes qui représentaient environ 2/3 de la cohorte, avec des lymphomes indolents, des lymphomes de haut grade, des hémopathies plasmocytaires, Hodgkin et la haine, et sur la gauche, en rouge, les hémopathies myéloïdes, avec les leucémies aiguës myéloïdes, syndrome myélodysplasique et myéloprolifératif. Bon, 70 patients, 71 patients avaient déjà été traités, et d'ailleurs, 37% étaient toujours en cours de traitement. Les autres avaient été traités et le traitement était terminé, ils étaient en abstention. Donc ça fait en gros 1/3 de patients en cours de traitement, un tiers de patients déjà traités et traitement terminé, et 1/3 de patients qui n'ont jamais été traités, naïfs de traitement. On avait 59,9% de patients autogreffés avec un délai d'autogreffe de 4 ans et demi, et 5,4% de patients allogreffés depuis 1 an et demi en médiane. La grande majorité des patients étaient en rémission de l'hémopathie, et à l'inverse, 19,3% avaient une maladie incontrôlée, c'est-à-dire progressive, en rechute ou réfractaire. Sur le plan biologique, avant l'infection, on avait assez peu de patients. On avait 3% de patients neutropéniques sévères et 7,5% de patients lymphopéniques sévères. Pour les patients qui ont eu une électrophorèse des protéines sériques, ils étaient hypogammaglobulinémiques dans 59% des cas, et ceux qui ont eu un dosage de l'albumine avaient été dénutris pour 28% d'entre eux. Sur le plan épidémiologique, c'était intéressant de constater que l'infection à SARS-CoV-2 a eu lieu majoritairement au cours de la deuxième vague épidémique, c'est-à-dire après le 1er septembre 2020, que le diagnostic a été fait majoritairement à la suite de symptômes de Covid-19, et non pas, par exemple, à l'occasion de l'enquête au cours d'un cas de Covid-19 ou à l'occasion d'une PCR systématique avant transfert dans un établissement de soins, et que la contamination était majoritairement communautaire, pour 92%, quand même eu 8% de Covid nosocomiens. Cette diapo représente les différentes formes cliniques de l'infection à SARS-CoV-2. Donc en vert, vous pouvez voir que l'infection a été asymptomatique pour 10,9% de nos patients. En jaune, ça représente les patients symptomatiques ambulatoires. Donc 33% ont eu des symptômes bénins pris en charge en ambulatoire. Et en rose, saumon et en rouge, c'est des patients hospitalisés. Donc en rose, saumon, c'est des patients hospitalisés en médecine. 35,6% des patients ont été hospitalisés en médecine et 20% ont été pris en charge en réanimation. Au total, ça nous fait un taux de mortalité, ça nous fait un taux de forme grave recoupant les patients hospitalisés en réanimation, les patients décédés, c'est la zone grisée ici, et les patients hospitalisés en médecine avec plus de 6 litres d'oxygène, il n'y en a pas beaucoup. On avait 157 patients qui ont fait une forme grave, ça fait 35,6% de la cohorte. Concernant les patients décédés, c'est donc la zone grisée qui recoupe les patients hospitalisés en médecine et en réanimation, le taux de mortalité était de 23%. Voilà, 23% de patients décédés et 35% de formes graves. C'était assez intéressant de constater que les patients allogreffés n'avaient pas plus de formes graves, et même plutôt moins, et les patients autogreffés, pareil. Un taux de
formes graves de 12%, 34%. Bon, on s'est demandé si la proportion de formes graves variait selon les hémopathies. Donc, ce graphe représente les taux de formes graves en fonction de chaque sous-type d'hémopathie maligne. À gauche, les lymphoïdes, à droite, les myéloïdes. Et pour chaque hémopathie, au sein de chaque colonne, la zone orange grisée représente les patients PCD. Donc, en gros, ressort que les patients qui ont une LLC ou un myélome ont l'air d'être un peu plus graves parmi les hémopathies lymphoïdes. Parmi les hémopathies myéloïdes, c'est les patients qui ont une LAM qui semblent un peu plus graves. Bon, ça reste des tendances, hein. Vous voyez, les barres d'erreur sont énormes. C'est juste à titre indicatif. Et donc, ces chiffres sont intéressants à comparer avec la proportion de formes graves sur l'ensemble de la cohorte, qui est de 35,6%. Donc voilà, les LLC et myélome ressortent un peu plus, et les LAM ressortent un peu plus. Biologiquement, au diagnostic d'infection à SARS-CoV-2, le taux de lymphocytes médian était de 670 et le taux médian de CRP de 107. L'imagerie était quasiment toujours pathologique. La radio était anormale dans 84% des cas et on retrouve sans surprise une meilleure sensibilité du scanner thoracique par rapport à la radiographie pour le diagnostic de la pneumonie à SARS-CoV-2. 2,3% des patients avaient une embolie pulmonaire associée au Covid-19, ce qui est plutôt dans les clous par rapport aux patients de population générale, en tout cas pas plus de ce qu'on connaît. Concernant le traitement de l'infection à SARS-CoV-2, vous voyez que 45% des patients ont eu l'oxygène, qui était pour 20% des cas de l'oxygène à haut débit ou de la VNI, et pour 20% des cas quasiment aussi de la ventilation mécanique. Concernant le traitement spécifique, vous voyez que dans le Nord, on a fait finalement assez peu d'antivirales, assez peu de chloroquine, d'immunoglobulines polyvalentes. En revanche, 27% des patients ont reçu une corticothérapie. C'était bien sûr très hétérogène durant l'année 2020, puisque c'était plutôt 8-9% pendant la première vague et 32-33% pendant la deuxième vague. Voilà, 1,6% de patients ont reçu du plasma issu de donneurs convalescents et nous avons été particulièrement attentifs, intéressés par ces 7 patients qui ont reçu du plasma de convalescents. En fait, ils partageaient tous en commun le fait d'avoir reçu un traitement par anticorps monoclonal anti-CD20 il y a moins d'1 an. Donc, il y a 2 lymphomes différentes cellules, 2 folliculaires, 2 LLC et un zone marginale. Ils ont tous eu soit du rituximab, soit de l'obinutuzumab, soit en cours depuis moins d'1 an. Ils ont tous fait une forme grave ou prolongée de Covid-19, prolongée plus de 28 jours, en tout cas pour tous. Et certains ont fait une forme grave. Ils avaient tous une lymphopénie B majeure, qui est un taux de lymphocyte B effondré, et la majorité avait une hypogammaglobulinémie sévère. Bon, c'était intéressant de voir qu'ils avaient tous une sérologie négative avant l'administration du plasma, et 5 patients avaient une virémie SARS-CoV-2 positive avant le plasma de convalescent. Aucun des patients n'est décédé. Parmi les patients de notre cohorte, 96% ont eu une sérologie en 2020 et elle était positive dans 3 quarts des cas. Négative pour 18,8% des cas et positive artificiellement après la transfusion de plasma de convalescent, qui illustre simplement le transfert passif d'anticorps. On a trouvé une association statistiquement significative entre le traitement récent par anti-CD20 et la non-séroconversion de patients. Bon, on a aussi essayé de quantifier l'impact sur l'hémopathie, c'est-à-dire de retrouver quelle perte de chance était associée à l'infection à SARS-CoV-2 chez les patients qui n'en mouraient pas, et quelle perte de chance dans le traitement de l'hémopathie notamment. Donc, parmi nos patients qui ont fait le Covid, on a pris les 339 survivants, et parmi ces 339 survivants, 120 étaient en cours de traitement. Et parmi ces 120 en cours de traitement, 16 ont arrêté définitivement le traitement et 13 ont arrêté temporairement le traitement d'une hémopathie qui ne pouvait pas attendre, c'est-à-dire une hémopathie agressive comme un Burkitt ou un lymphome de haut grade,
ou incontrôlés, comme un myélome en chute, par exemple. Voilà. Et donc, pour ces 13 plus 16 patients, c'est-à-dire 29, on a considéré qu'il y avait une perte de chance significative dans le traitement de leur hémopathie. Ils représentent 6% de la cohorte. Ensuite, nous avons essayé de rechercher des facteurs de risque de forme grave sur l'ensemble de la cohorte. Donc, j'ai remis le schéma en haut à droite, ça concerne bien les 441 patients. On a utilisé la méthode de la régression logistique avec une analyse multivariée pour exclure les variables qui seraient liées entre elles. Et on a retrouvé 4 facteurs qui étaient statistiquement significatifs en analyse multivariée. Le score de Charlson, qui représente bien sûr les comorbidités, qui est bien connu en population générale. Le traitement par chimiothérapie récent, de moins d'un mois. Le traitement par obinutuzumab, un anti-CD20 à forte affinité pour le CD20. Et le fait d'avoir une hémopathie incontrôlée, c'est-à-dire, encore une fois, progressive, en rechute ou réfractaire. Inversement, une variable était statistiquement moins fréquente dans le groupe des patients atteints de forme grave, c'était le traitement par ITK ciblant ABL, utilisé dans la leucémie myéloïde chronique. Bon, et non significatif, les traitements par bendamustine récent, ibrutinib, ruxolitinib. Contrairement à l'obinutuzumab aussi, le rituximab, qui est l'anticorps anti-CD20 en fait, le plus utilisé, n'était pas significatif, pas associé à ce risque de forme grave. Ça nous a étonnés et c'est possiblement lié à un manque de puissance, lié à un effectif insuffisant. C'est aussi peut-être lié au fait que l'obinutuzumab est un meilleur anti-CD20 que le rituximab, qui provoque une déplétion B plus profonde, une hypogamma plus profonde, et donc probablement un surrisque plus élevé que le rituximab dans le Covid-19. Le traitement par venetoclax n'était pas significatif. Cependant, on attire l'attention sur le fait que parmi les 7 patients qui avaient un traitement en cours par venetoclax, et ils ont tous fait une forme grave, voilà, malgré le fait que le faible nombre d'observations ne permettent pas de conclure en termes statistiques. Les paramètres de l'hémogramme à droite, comme la leucopénie, la neutropénie, la lymphopénie ou la monocytopénie, n'étaient pas non plus associés à un surrisque de forme grave. Bon, on a appliqué exactement la même méthodologie, mais dans le sous-groupe des patients hospitalisés. Donc, j'ai remis sur la droite le schéma avec simplement les patients hospitalisés. C'est 245 patients, la même méthodologie. Et on a identifié 2 facteurs de risque supplémentaires, l'atteinte de plus de 50% au scanner thoracique et la CRP élevée à l'entrée en hospitalisation. Bon, c'est des facteurs qui sont en fait connus en population générale. En conclusion, ce qu'on peut retenir de notre étude est tout d'abord la sévérité de l'infection à SARS-CoV-2 sur terrain d'hémopathie maligne, puisque, on l'a vu, plus de la moitié des patients a été hospitalisé, plus d'un tiers a présenté une forme grave de Covid-19 et quasiment un quart a décédé. C'est un retour d'expérience qui, moi, m'aide un peu à motiver les réfractaires au vaccin. En plus, c'était intéressant de noter que les patients auto ou allogreffés, c'était rassurant, n'avaient pas un pronostic plus défavorable dans notre cohorte. Enfin, 6,6% des patients ont perdu des chances dans le traitement de leur hémopathie et des chances de guérison pour les leucémies aiguës ou pour les lymphomes de haut grade pour qui la dose intensité est cruciale. On a identifié des facteurs de risque et de forme grave à 2 moments différents. D'abord, avant le début de l'infection, le score de Charlson, la chimiothérapie de moins d'un mois, le traitement par obinutuzumab ou le statut incontrôlé de l'hémopathie sont associés à un surrisque de forme grave, mais en cas d'infection. Et à l'inverse, le traitement par ITK ciblant ABL apparaissait protecteur. Ensuite, chez les patients hospitalisés pour une forme modérée de Covid-19, la sévérité de l'atteinte du parenchyme pulmonaire au scanner thoracique et l'intensité de la réaction inflammatoire étaient prédictifs d'une évolution défavorable de l'infection. Bon, notre étude a bien sûr plusieurs limites, elle est rétrospective et on peut craindre en fait un biais de sélection qui surreprésenterait les patients les plus graves, lié notamment à l'absence de tests PCR des patients atteints de forme bénigne de l'infection lors de la première vague épidémique.
est lié aussi au fait que les cliniciens sont plus informés et plus marqués par les patients qui ont une forme grave de Covid, ce qui a pu créer en fait un biais de mémorisation. Il y a toujours aussi un risque de biais de confusion si les variables significatives sont liées à un tiers facteur qu'on ne connaît pas. L'effectif est probablement insuffisant pour permettre de tirer des conclusions en fonction des sous-groupes. On était assez déçus de ne pas pouvoir ressortir des risques en fonction des pathologies par traitement. Et enfin, un des absents de notre travail est l'absence d'évaluation de l'immunité cellulaire, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de test de routine pour la détection de l'interféron gamma chez nos patients. Vous avez vu, on a été assez intéressé par l'association entre le traitement par obinutuzumab et le risque de forme grave de Covid-19, tout comme par les observations de patients qui ont eu du plasma convalescent, parce que ces données interrogent sur le rôle des lymphocytes B et plus largement d'immunité humorale dans l'apparition de l'orage cytokinique. Alors, bon, bien sûr, j'ai évidemment pas la prétention d'émettre des recommandations pour la prise en charge des patients hémato pendant la pandémie. D'ailleurs, ces recommandations existent, mais on s'est interrogé sur la portée potentielle des résultats de notre étude. Et malgré les limites que nous avons vues et le faible nombre d'observations, nos données alertent sur le traitement par obinutuzumab et par venetoclax. Et en revanche, on ne trouve pas d'argument fort pour proposer l'interruption des traitements par inhibiteur de tyrosine kinase qui cible JAK, BTK ou ABL chez les patients qui en reçoivent. Et ça, c'est cohérent avec les recommandations actuelles. On n'arrête pas ces traitements-là. Donc, on parlait tout à l'heure du traitement d'entretien des folliculaires. Nous aussi, à Lille, on a arrêté le traitement d'entretien des folliculaires parce que les anti-CD20 sont décrits et sont connus comme facteurs de risque de forme grave. Nos données vont dans ce sens, avec le petit bémol que l'obinutuzumab ressort parce que c'est probablement un meilleur anti-CD20 que le rituximab. Mais en effet, ça enfonce le clou sur les anti-CD20 qui sont connus chez les patients d'hémato, comme d'ailleurs chez les patients hors hémato, dans la sclérose en plaques ou les maladies inflammatoires, qui sont aussi associés à un surrisque de forme grave, je veux dire. Et concernant le venetoclax, voilà, c'est aussi une alerte. Alors, nous, on se pose la question, par exemple, quand c'est possible, de privilégier ou de discuter dans la leucémie lymphoïde chronique ou le lymphome du manteau ou la maladie de Waldenström, un traitement par inhibiteur de BTK plutôt qu'un schéma par anti-CD20 chimiothérapie ou anti-CD20 venetoclax dans la LC. Voilà. Ces données sont désormais à mettre en perspective avec l'impact de la vaccination généralisée. Bien que, comme on l'a vu précédemment, les études récentes rapportent des résultats médiocres de séroconversion également chez nos patients. Et en plus, notre étude porte sur l'année 2020, durant laquelle la circulation des variants était négligeable, en tout cas dans les Hauts-de-France, où c'était moins de 1% de variants anglais, même à la fin 2020. Et donc, ces données méritent un second look à l'ère des variants qui sont plus transmissibles et plus virulents. Voilà. Ben, c'est tout. Merci de votre attention et je suis à votre écoute pour discuter des résultats ou d'autres choses. Super, merci beaucoup Nicolas, c'était vraiment très intéressant. Et je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant dans la partie questions-réponses. Moi, j'en aurais quelques-unes, notamment sur la question des ITK. Dans le modèle prédictif, les ITK, ils sont protecteurs de manière indépendante par rapport aux facteurs cliniques des patients, aux comorbidités ou, Oui. Ouais, d'accord, ok. Oui, tout à fait. Et par rapport à ça, est-ce que quand tu as vu ce résultat, tu as vu dans la littérature des explications qui pourraient, des choses qui pourraient expliquer pourquoi ces patients-là seraient plutôt protégés finalement des formes graves? Est-ce que ça inhiberait peut-être des l'orage cytokinique ou des choses comme ça? Alors, en fait, j'ai l'impression que la majorité des traitements inhibiteurs de tyrosine kinase utilisés en hémato ont été testés dans le Covid. C'est-à-dire que j'ai vu des études de à peu près tout chez des patients Covid
moyennement grave ou Covid grave. Et donc, inhibiteur de JAK, inhibiteur de BTK, inhibiteur de ABL, tout a été testé ou tout est en cours de traitement, en cours d'essai clinique. Il n'y a pas d'explication physiopathologique très claire pour les ITK qui ciblent ABL sur l'action immunomodulatrice qui empêche l'apparition de l'orage cytokinique. Donc, je n'ai pas la réponse. D'accord. Ok, bon, très bien. C'est vrai que c'est surprenant comme résultat. Je pense que vous avez dû demander ce que ça donnait. Bon, ouais, très bien, merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas d'autres. Moi, j'ai une autre question. Oui. C'est Stéphanie Arel. Juste, est-ce que c'est tout 2020, c'est ça? Oui. Est-ce que tu as regardé, je vais vous montrer là, il y a un papier, le taux de mortalité, première vague versus plus tard? Non, j'ai pas regardé. En fait, l'immense majorité de nos patients ont été contaminés pendant la seconde vague. C'était 75 ou 80%, et c'était pas très différent dans mon souvenir. J'ai regardé, mais sans faire de test. En plus, c'était assez biaisé par le fait qu'il y a beaucoup de patients qui n'ont pas eu de PCR quand ils ont eu le Covid pendant la première vague. Ouais. Donc, c'était délicat à interpréter et on n'a pas fait ça. Vous n'avez pas beaucoup de malades de la première vague, même oui, c'est ça, c'est tous les Covid. Et chez les Covid graves, parce que pendant la première vague, les Covid graves, ils ont été hospitalisés quand même. Enfin, tu peux pas regarder chez les gens hospitalisés. En fait, je vais vous montrer un papier. Il y en a un seul qui dit que peut-être, au fur et à mesure des vagues, le pronostic, il est toujours mauvais, mais moins mauvais. Et du coup, comme tu as continué ta série sur toute l'année, est-ce que chez les malades hospitalisés, tu ne peux pas regarder juste chez les malades hospitalisés si au fur et à mesure du temps, le pronostic il est moins mauvais? Oui, bien sûr. Je n'ai pas la réponse à ça non plus, mais ok, intéressant. Ok, on a deux autres questions. Donc la première, c'est est-ce qu'il y avait des deuxième et troisième infections dans les données que tu avais chez ces patients? Excellent, aucune. C'était que des premières infections. En revanche, les patients qui ont eu des anti-CD20, en fait, le seul bémol, il n'y a aucune deuxième infection franche. Le seul bémol, c'est les patients qui ont eu des anti-CD20 et qui étaient lymphopéniques B majeur ou hypogamma très sévères. Ils ont eu des évolutions cliniques assez étonnantes. Je ne sais pas si mon écran est toujours partagé. Oui, tu peux nous montrer, oui, pas de problème. Par exemple, là, il y a le patient, le quatrième patient, il a eu 126 jours entre le début entre sa première PCR et le moment où il a reçu du plasma. Et donc, en fait, il a eu des PCR positives, négatives, probablement qu'il n'a jamais vraiment éliminé son SARS-CoV-2 et que ce n'était pas vraiment des réinfections. Mais ça a posé question. Et dans ce groupe de patients qui ont eu des anti-CD20 et qui étaient très, très lymphopéniques B, il y a eu des épisodes de PCR positives, négatives, des réhospitalisations, mais à mon avis, c'est la même souche et c'est le même épisode infectieux à considérer. Ok, très bien, merci beaucoup. Et puis donc une autre question qui était de savoir quel était le délai entre le Covid et le traitement. Est-ce que tu as cette donnée-là ou Quel traitement Je pense que c'est les patients qui ont reçu un traitement, je pense. Est-ce que tu sais si ceux qui ont fait un Covid, c'était plutôt rapproché par rapport au dernier traitement ou non, je ne l'ai pas en tête. Les patients qui ont eu un traitement pour leur hémopathie et qui étaient ensuite en abstention, quel est le délai moyen ou médian depuis la fin du traitement Non, je ne sais pas. D'accord, ok. Je ne sais pas, mais c'est un petit peu hétérogène, donc je pense que sur l'ensemble de la cohorte, c'est difficile à interpréter entre les patients qui ont une hémopathie myéloïde, lymphoïde. Oui, c'est ça. Ouais, justement, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi. Du coup, ça, pour aller changer nos techniques. Mais c'est vrai que c'est une question qui est pas évidente. Hein. C'est beaucoup de subjectivité aussi parfois. Donc, ok, merci beaucoup. C'était très clair. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on
passe sur la dernière partie de cette soirée. Donc là, on va vous présenter donc avec Stéphanie Harel la cohorte des patients suivis pour une hémopathie à Saint-Louis et qui ont eu le Covid. Et ensuite, Stéphanie vous parlera de la prise en charge du Covid chez l'immunodéprimé et préférentiellement chez les patients suivis en hémato. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Donc voilà, je m'appelle Nicolas Vallet, donc j'ai travaillé au sein d'une unité Covid de l'hôpital Saint-Louis et pendant cette période de la première vague, avec Stéphanie Harel et Anne Bergeron, on a donc recueilli les données des patients qui étaient suivis pour une hémopathie maligne à l'hôpital de Saint-Louis et qui ont eu une infection par SARS-CoV-2 durant cette première vague. Donc, les périodes d'inclusion de cette étude étaient donc effectivement la première vague, hein, comme ici, donc j'ai repris les données, les dernières données des taux du nombre d'hospitalisations par jour, et donc on se situait bien dans cette première partie. Nous avons inclus donc 143 patients. Donc ici, en nous basant sur les patients donc suivis en hémato à Saint-Louis et pour lesquels une infection à SARS-CoV-2 avait été donc diagnostiquée. Et sur ces 143 patients, nous avions donc 119 patients qui avaient une prise en charge initiale donc à domicile et 24 donc qui étaient directement diagnostiqués à partir de l'hôpital, que nous avons donc appelés des cas donc nosocomiaux. Les caractéristiques des 143 patients sont synthétisées sur ce tableau. Vous pouvez voir que finalement, ce sont des caractéristiques assez classiques pour une étude de Covid, et notamment au niveau de l'âge, donc avec un âge médian à 66 ans, 52% des patients qui avaient plus de 65 ans, et également donc 60% de patients avec un sexe masculin, donc ce qui correspond bien à une cohorte d'hématologie. Au niveau des comorbidités, donc des patients qui avaient en médiane 3 comorbidités, principalement cardiovasculaires, avec des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension, des anticoagulants, 20% de fumeurs, et à noter également 12% d'obésité. Sur le plan des hémopathies inclus dans cette étude, eh bien, il y avait donc principalement des hémopathies lymphoïdes chroniques à 55%, ici donc ce qui correspond au lymphome de Hodgkin, les non-Hodgkiniens, les leucémies lymphoïdes chroniques notamment. Sur le plan des hémopathies myéloïdes chroniques malignes, ici il y avait donc des syndromes myélodysplasiques, des LMC, mais également tous les autres syndromes myéloprolifératifs. Et ensuite, nous avons séparé les leucémies aiguës de leur groupe lymphoïdes et myéloïdes, compte tenu des protocoles de soins plus intensifs habituellement rencontrés donc, dans ces hémopathies. Et donc ici, il y avait donc 12% de leucémies aiguës, 6% de patients allogreffés. Et la particularité de notre cohorte, c'est que nous avons également quelques patients qui sont suivis pour une hémopathie non maligne, qui correspond à 7%. Ici, donc, un recrutement correspondant également à l'hôpital Saint-Louis, avec notamment des HPN, des aplasies médulaires, des ICV, mais aussi des PTI. Au niveau du statut de l'hématologie au moment du Covid, eh bien, il y avait donc 23% d'hémopathie en cours de progression et 54% de patients en cours de traitement. Par ailleurs, on peut noter que les traitements en cours, donc 53 patients avaient des traitements donc, continus, c'est-à-dire donc ici on est sur des prises orales par exemple, le traitement, les chimiothérapies intermédiaires type R-CHOP ou triplette de myélome multiple, et ensuite donc 9 qui étaient en cours de chimiothérapie intensive pour une autogreffe ou une leucémie aiguë. À partir des patients qui n'étaient pas hospitalisés dès le diagnostic, donc là la partie at home, les 119 patients, donc on a étudié les différences entre les patients qui avaient été secondairement hospitalisés et ceux qui étaient restés à domicile afin de sortir une information sur les facteurs de risque d'hospitalisation. Ce que nous avons mis en évidence, c'est que les facteurs de risque, les facteurs associés à l'hospitalisation étaient notamment l'âge, le nombre de comorbidités, l'hypertension, le tabagisme et l'obésité. Cependant, il n'y avait pas d'impact du type d'hémopathie, pas d'impact des traitements en cours, mais également
de la numération ainsi que les gamma-globulines au moment du diagnostic. Ce qui signifie que finalement, ces patients ont plus de risques d'hospitalisation avec des facteurs de risque qui correspondent à ce qui est observé dans la population générale. Ensuite, donc, si on étudie les formes nosocomiales, eh bien ici, on avait retrouvé donc 2 clusters de contamination identifiés à Saint-Louis. Et comme on a un petit peu discuté en introduction, donc 2 clusters de patients qui probablement n'étaient pas, donc, enfin en tout cas n'étaient pas arrivés avec le Covid à l'hôpital, donc des infections donc, dans le service, ainsi que des contaminations en SSR. Maintenant, sur les patients hospitalisés, si on s'intéresse à la prise en charge en réanimation, nous avons mis en évidence que le seul facteur associé à une prise en charge en réanimation chez ces patients hospitalisés était l'obésité. Encore une fois, pas de facteur hématologique retrouvé dans notre cohorte, et que pour évaluer la faisabilité, ou du moins l'acceptabilité de réanimer un patient atteint d'un Covid-19 alors qu'il est atteint d'une hémopathie maligne. Ici, nous avions donc 26% de transfert en réanimation, ce qui était supérieur à ce qui était précédemment décrit comme étant 10 à 15% dans des études européennes ou américaines, ce qui peut correspondre peut-être aussi au recrutement de la réanimation de l'hôpital Saint-Louis, qui prend en charge beaucoup de patients atteints d'hémopathie maligne. Et donc, ça peut être une explication que les réanimateurs aient plus l'habitude aussi peut-être. Ensuite, si on se pose la question, est-ce que finalement des patients ont été récusés de la réanimation alors ils auraient pu être éligibles? Bien ici, on a donc 19 patients décédés sans transfert en réanimation. Et dans ces 19%, en fait, on retrouve principalement des hémopathies réfractaires ou des patients d'un âge plus avancé, donc des patients qui n'auraient probablement pas qui n'auraient probablement pas eu un avantage à être pris en charge en réanimation. Donc, sur cette question, a priori, pas de perte de prise en charge pour ces patients, pas de perte de chance pour ces patients atteints d'un Covid-19, seulement sur le critère hémopathie maligne. Si maintenant on s'intéresse aux signes physiques qui ont été retrouvés chez ces patients, eh bien, à partir de la cohorte de patients hospitalisés, on a mis en évidence que les symptômes étaient finalement comparables aux patients sans hémopathie maligne et que ces symptômes n'étaient pas différents en fonction des groupes d'hémopathie. À noter, la fièvre qui n'est pas spécifique a été retrouvée dans 80% des cas, des formes digestives dans 20% des cas, et insuffisance rénale à 24%, et l'hépatite aiguë 5%, ce qui correspond à ce qui a déjà été publié, et des thromboses à 6%. Maintenant, chez ces patients hospitalisés, on peut s'intéresser à leur survie. Et ici, on a mis en évidence que ces patients avaient une survie cumulative au-dessus de 50%, avec, par contre, lorsqu'on les compare donc, aux courbes de survie que nous a présenté le professeur Camard en début de webinaire, une survie donc nettement inférieure aux autres populations. Avec ici, ce qui pourrait donc prédire cette survie des patients atteints d'une hémopathie maligne et donc présentant un Covid-19, eh bien, pas d'impact du type d'hémopathie maligne, ici le type d'hémopathie maligne ou non maligne, qui est défini selon ce que je vous ai présenté lors des premières diapositives. À noter ici que malgré tout, les patients atteints d'hémopathie bénigne ont également une survie donc de 75% à 75% en cumulatif, ce qui correspond donc quand même à un impact du Covid chez ces patients. Donc attention à ces patients qui peuvent être traités par des traitements notamment immunosuppresseurs. Et les traitements que nous avons les facteurs que nous avons mis en évidence comme étant associés à la mortalité chez ces patients étaient un âge à plus de 65 ans, l'obésité, ainsi que la maladie cardiovasculaire. Donc encore une fois, des facteurs qui sont plutôt des facteurs liés au patient et non à son hémopathie maligne. Ensuite, à partir de cette cohorte, nous avons pu identifier 57 patients pour lesquels un échantillon était disponible. Et à partir de cet échantillon, l'équipe de virologie de l'hôpital Saint-Louis a réalisé une évaluation rétrospective des immunoglobulines anti-SARS-CoV-2. Donc ici, les patients ont été diagnostiqués et nous avons mis en évidence une réponse immune médiane à 31 jours après l'infection chez 65% des patients. Si l'on s'intéresse encore une fois au type d'hémopathie, on n'observe pas de différence
avec ici, vous voyez donc un pourcentage de réponse, enfin de détection d'immunoglobulines comparable entre les différentes hémopathies, avec la leucémie myéloïde chronique qui était à 100% de réponse, avec ici bien évidemment un faible effectif, donc un test statistique pour tous ces sous-groupes peut être compliqué à être significatif, mais donc en tout cas, a priori, pas d'impact spécifique de l'hémopathie maligne, sachant que 65%, c'est ce qui peut être retrouvé dans une population générale. Ensuite, on s'est intéressé au traitement qu'avaient reçu ces patients et nous avons mis en évidence que les patients ayant été traités par des anti-CD20 avaient donc une réponse en termes donc, de détection d'IgG nettement inférieure aux autres. Ici, donc, avec sur les 7 patients traités par anti-CD20, seuls 14% avaient présenté donc une réponse immune. Enfin, sur la durée de cette réponse, eh bien, dans le suivi, avec un suivi maximum à 61 jours après le diagnostic, chez 16 patients, donc encore ici un très petit groupe, mais pas de perte de réponse en termes de détection d'IgG. Sur les patients qui avaient donc survécu à cet épisode, donc nous sommes intéressés, donc comme l'a présenté Nicolas, nous sommes posé la même question, de savoir si ces patients qui avaient eu le Covid-19 au moment de la prise en charge de leur hémopathie avaient eu une perte de chance, ou du moins comment avaient géré les hématologues, comment les traitements avaient été gérés par les hématologues. Donc la première chose que nous avons mis en évidence au sein donc, de 59 patients qui étaient donc, survivants et qui avaient été traités dans les 6 derniers mois précédant l'infection, eh bien que 4 avaient débuté un traitement, notamment un traitement par AirShop ici en termes d'intensité, c'est ce qui peut être donc, le plus important, et bien évidemment chez un patient qui nécessitait un traitement en urgence qui ne pouvait pas être différé. Par ailleurs, sur le plan de l'absence de changement, il s'agissait principalement soit d'un patient qui avait reçu avant le Covid une chimiothérapie intensive, soit après des traitements Péros. Maintenant, ce qui va nous intéresser le plus, c'est les patients qui ont eu des modifications de traitement et comment ont été gérées ces modifications de traitement. Finalement, ici, vous avez donc un swimmer plot qui représente, donc chaque ligne représente un patient, avec ici son hémopathie et à droite le traitement en cours. Et en gris, ici, on peut ici suivre les patients qui ont eu une interruption de traitement et ensuite une reprise de traitement. Vous voyez que la reprise de traitement se situe en médiane autour de 1 mois ici, et que finalement, la grande majorité de ces patients ont eu une reprise des traitements sans événements majeurs, notamment pas de réinfection, et les patients les patients décédés au terme du suivi étaient finalement associés à des hémopathies de mauvais pronostic, ne sont pas décédés du Covid. Le retard médian ici, donc si on calcule par rapport à la date théorique de reprise du traitement, donc par exemple le AirShop 21, on prend donc le 21e jour après la dernière chimiothérapie et on évalue combien de temps de retard après ce 21e jour le Covid a impacté. Et bien ici, on voit que chez ces patients, en médiane, il y avait 32 jours de retard, donc 1 mois de retard à la date théorique du prochain cycle. Un seul patient avait donc une modification de traitement, qui ici était une modification liée principalement aux comorbidités et à la tolérance du patient. Et enfin, donc, 10 patients avaient donc ici en vert un traitement suspendu et non repris, avec pour la plupart un traitement qui n'a pas été repris suite à une maladie contrôlée et donc une décision du clinicien, sauf pour une patiente qui ici donc était traitée par rituximab et lenalidomide, et comme le petit sous-groupe que vous a présenté Nicolas à Lille, il s'agissait donc d'une patiente qui avait donc une forme chronique finalement, avec des PCR positifs, des signes toujours respiratoires et scanographiques, et cette patiente a pu avoir une amélioration de sa symptomatologie et des signes sous traitement par plasma de patient convalescent. Ce que l'on peut conclure de cette cohorte, donc de l'expérience de cette première vague, c'est que d'une part, il n'y a pas d'association entre la sévérité du Covid-19 et le type d'hémopathie, et ce résultat, on peut le retrouver également dans une méta-analyse qui a été publiée dans Blood et qui reprend donc l'ensemble des études publiées sur le sujet et qui montre que, effectivement, le type d'hémopathie ne semble pas impacter la sévérité du Covid-19.
Par ailleurs, les facteurs de risque cardiovasculaire et obésité sont les principaux facteurs de gravité, comme on peut le retrouver chez la population générale. Et un des messages principaux également, c'est que attention aux anti-CD20, puisqu'ici, avec une moins bonne réponse immune, nécessité donc ici de vacciner les proches, d'informer les équipes soignantes que les patients sous anti-CD20 sont d'autant plus des patients pour lesquels il va falloir faire attention, des patients pour lesquels voilà, il faut que les équipes soient vaccinées et qu'ils puissent être isolés, ces patients, si un cas est identifié dans le service. Et d'après ici donc une expérience, le plasma de patients convalescents peut aider à la prise en charge de ces patients. Et enfin, donc, malgré tout, le Covid, même s'il n'est pas associé, donc, enfin, il est associé à une sévérité vis-à-vis des patients atteints d'hémopathie maligne, mais en tout cas, chez les survivants, il y a également un impact puisque ce traitement, enfin, le Covid-19 modifie la dose intensité des traitements avec un délai de 1 mois, un délai de 1 mois entre les différentes, la date théorique de reprise du traitement. Donc, je vous remercie de votre attention et je remercie bien évidemment ceux qui ont participé à cette étude et Stéphanie qui a mené d'une main de maître cette étude. Merci beaucoup et donc je serais ravi de répondre à vos questions et si vous en avez. Nicolas, Oui. est-ce qu'il y avait, donc tu as parlé des thromboses rapidement, est-ce qu'on a l'impression que ces patients ils thrombosent plus que la population générale qui est infectée par le Covid? Des données que j'ai en tête sur la première vague, je dirais qu'a priori non, mais peut-être que Stéphanie a une mise à jour ou d'autres choses. Non, je ne pense pas qu'ils thrombosent plus. Après, c'était plus la gestion de la thrombose chez des patients parfois thrombopéniques ou dans notre série, il y a un patient qui est décédé de saignement puisqu'on l'a anticoagulé pour une thrombose et il avait une amylose à elle avec des troubles de la coagulation. Donc, c'est plus la gestion de la thrombose qui peut être un peu compliquée, mais je ne pense pas qu'il thrombose plus. Dans les facteurs prothrombogènes, moi qui fais du myélome, par contre, du coup, on arrête systématiquement les IMID dès qu'on sait qu'il y a un cas de Covid par rapport à ce risque de thrombose. Et merci. Est-ce que donc dans la cohorte de patients aplasie médulaire HPN, par exemple, je pense qu'ils n'étaient pas très nombreux, mais est-ce qu'il y avait eu des poussées d'HPN hémolytiques chez ces patients ou est-ce qu'il y a eu davantage de progression, des signaux pour des progressions de leur maladie hémopathie sous-jacente ou pas? Sur ces patients-là, on n'avait pas observé cet effet-là. Par contre, c'est sur une patiente qui avait un PTI qui était bien contrôlé ou avec très peu de traitement et qui, au moment du Covid, a vraiment eu une forme sévère qui a nécessité donc l'ensemble de l'arsenal thérapeutique pour le PTI chez cette patiente donc, qui habituellement n'avait pas de traitement pour ça. Peut-être plus sur un versant immunitaire que après voilà, c'est vrai que les HPN, il n'y en avait pas énormément dans cette cohorte, donc je pense que c'est peut-être un peu difficile de conclure. Ok, merci. Ok, je pense qu'on va laisser la parole à Stéphanie Harel. Alors, du coup, moi je vais faire le Covid du point de vue. Attends, partager l'écran. Du point de vue de l'hématologue. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon, on voit ton écran. En général, c'est quand je passe en plein écran que ça ne va plus, ça va? C'est parfait. Ok, donc voilà, donc moi je vais vous parler un peu de la prise en charge actuelle du Covid du point de vue de l'hématologue. J'ai bien mis la date en gros, parce que ce que je vous dis maintenant, vous commencez à avoir l'habitude, ça sera peut-être plus valable dans quelques mois, parce que ça bouge beaucoup et tout le temps. Alors, je vais juste revenir sur quelques notions. Donc, je pense que vous avez bien compris avec les deux séries qui se ressemblent finalement pas mal, qui viennent de nous être présentées. Le Covid en hématologie, c'est grave. Donc là, c'était des séries rétrospectives
suivent, mais il y a un papier énorme qui vient de sortir là dans le JAMA Oncologie, un papier des Américains. Ils ont repris tout leur Covid, 507 000 patients, et il y en avait 14 200 qui avaient un cancer, et ils confirment que le fait d'avoir un cancer traité récemment, c'est un facteur de risque d'avoir un Covid grave. Donc, regardez cette première colonne là, parce que c'est la mortalité à 30 jours. Et donc, ça, c'est des patients qui ont un cancer traité récemment. Et au sein de ces patients qui ont un cancer, clairement, les patients avec une hémopathie maligne, ils sont à risque de faire des formes graves de Covid. Dans les traitements, alors c'est très, très hétérogène, donc c'est toujours compliqué, mais les patients qui ont une chimio et une immunochimiothérapie sont plus à risque que les autres. Et vous voyez, ils ont fait une petite case pour les patients plutôt d'hémato avec des antilymphocytes, anti-CD20 et autogreffe, où ça n'atteint pas la significativité pour dire que le taux de mortalité est supérieur. Bon, en tout cas, clairement, les patients d'hématologie font des Covid sévères. Alors, j'avais fait donc la gravité au sein de ces hémopathies, c'est compliqué. J'avais fait cette diapo au début de la vaccination quand nos tutelles étaient en train de nous demander de peut-être, comme il n'y avait pas beaucoup de vaccins, de choisir quel malade on allait vacciner en priorité. Et comme vous l'a dit Nicolas, c'est compliqué parce qu'il n'y a aucune série qui montre qu'il y a une différence en fonction des hémopathies. Aucune des deux, là, chez les deux Nicolas. Et puis, dans la littérature, c'était pareil. Alors, des taux de décès qui sont quand même assez... Mais ça, c'est que des trucs, c'est que des taux de la première vague qui sont quand même assez comparables, moi, je trouve, aux alentours de 30%, ce qui est énorme de mortalité. Beaucoup de facteurs de risque liés aux patients et pas à son hémopathie. L'âge, ça ressort quasiment tout le temps. Les comorbidités, ça ressort souvent. Nous, c'est ce qu'on avait montré dans notre série. Mais le type d'hémopathie, dire que les hémopathies lymphoïdes et le ritus, on a tous intuitivement envie de dire que c'est plus grave. Mais en fait, il n'y a aucune étude qui l'a montré et je n'ai pas mis la méta-analyse de Blood. Ah, excusez-moi, c'est des trucs de la PHP. Et bien finalement, il n'y a pas d'études qui l'ont montré que les hémopathies lymphoïdes, c'était un facteur de risque de mortalité à court terme. Le statut de l'hémopathie, savoir si l'hémopathie était contrôlée ou en rémission, ça ressort quand même dans plusieurs études. Alors, je vais être très prudente sur cette diapo. Le Covid, chez les patients d'hématologie, c'est hyper grave. On est tous un peu traumatisés par ce qu'on a vécu au cours de l'année. Mais je vous l'ai mise. Elle est très, très préliminaire. Vous voyez, il n'y a que 347 patients. C'est que des LLC. Et c'est pour ça que je posais la question à Nicolas, le premier, de savoir s'ils avaient regardé en fonction de la date. Parce qu'en fait, donc ça, c'est les Allemands donc, qui ont repris toute leur LLC. Et en fait, ils ont regardé, donc ça, c'est l'ensemble de la cohorte, ils ont regardé en fonction de la date. Et donc, ils ont mis le cut-off au 1er mai 2020. Donc, en bleu, si vous voulez, vous avez la première vague. Et après, en rouge, c'est après la première vague. Ces patients qui ont été contaminés Covid plus tard. Et moi, je trouve que ça ressemble, c'est très préliminaire, il faut être hyper prudent, mais ça ressemble un peu à notre vécu. Le Covid chez les patients d'hémato, c'est grave, mais c'est peut-être pas... Avec le temps, on sait mieux faire, il y a moins de cas nosocomiaux chez des patients ultra fragiles. Peut-être que les mesures barrières, quand même, le fait de diminuer la virémie, voilà, c'est toujours très grave, mais c'est moins l'hécatombe que pendant la première vague. Donc ça, il faut être très prudent. Il va falloir le remontrer dans d'autres hémopathies. Alors ça, je vous ai mis cette diapo parce qu'en préparant le topo, je vais refaire un peu de physiopathe. Cette diapo, c'est chez les patients tout venant, c'est pas du tout chez les patients immunodéprimés. Ça a été présenté les ID là très récemment. On a refait un point un peu général sur qui fait des Covid graves. Et donc voilà, je vous remets ça parce que, mais clairement pour l'instant, ça n'a pas été démontré chez les patients d'hémato. Donc on sait que les patients qui font des Covid graves, c'est ceux qui ont une réponse de l'immunité innée qui est inappropriée, avec en particulier un défaut de production d'interférons type 1 et type 3, qui sont des molécules connues pour être extrêmement utiles dans les infections virales. Donc, c'était connu pour la grippe que certains patients avaient des défauts de production d'interférons. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça, des facteurs liés au virus. Donc, dans le coronavirus, il y a des gènes qui inhibent la production d'interférons. Il y a des facteurs associés aux patients, l'âge, le diabète, l'obésité, la maladie athéromatoseuse, le fait d'être un homme, ça inhibe, ça diminue la production d'interférons. Et puis, il y a ces deux papiers
qui font que on nous explique qu'on a compris à peu près chez un quart des malades qui font un Covid grave, pourquoi ils le font. Donc, chez les patients jeunes de moins de 60 ans, on a remarqué que 5% des patients avaient des anomalies génétiques constitutionnelles qui faisaient qu'ils diminuaient, qui faisaient qu'ils fabriquaient moins bien d'interférons. Donc, 5% des patients jeunes qui ont des facteurs génétiques. Et chez les patients plus âgés, de plus de 70 ans, il y a 20% des Covid graves qui ont en fait développé des auto-anticorps sur la voie de production de l'interféron, avec peut-être aussi des facteurs génétiques prédisposants. Mais voilà, donc on nous explique qu'il y a 25% des patients dont on a compris pourquoi ils faisaient des Covid graves. On ne sait pas si ça s'applique aux patients d'hématologie, forcément, c'est multifactoriel. Et donc, comme vous le savez, comme il y a moins d'interférons, du coup, il y a une multiplication virale qui est plus importante. Et pour lutter contre cette multiplication virale, il y a un afflux de cellules de polynucléaires et de cellules de l'inflammation qui explique cette phase vers le J8 d'hyperinflammation. Qui est celle qui pose problème. Alors, je vais vous redire un mot de la prise en charge du Covid en général, mais je ne suis pas infectiologue, donc voilà, je pense que nous, on a vraiment un rôle en tant que patients qui s'occupons de médecins qui s'occupent de patients immunodéprimés sur le début, sur le comptage et puis vraiment la phase initiale de la maladie, avec essayer d'éduquer les patients, je vous en reparlerai, les mesures barrières, le vaccin, on en a longuement parlé, donc moi, je n'en reparle pas trop. Et puis on va reparler beaucoup des anticorps spécifiques anti-Covid. Voilà. Et donc il y a cette phase-là d'inflammation dont je vais vous redire un mot, et les Covid longs, dont les deux Nicolas ont déjà beaucoup parlé. Donc juste la prise en charge à cette phase-là, de patients qui font des Covid hospitalisés. En fait, je vous ai ressorti les recommandations. Il n'y a pas de recommandations spéciales pour les patients immunodéprimés. Donc les patients d'hémato, ils sont traités comme les autres. Donc là, c'est les recommandations américaines qui sont... vous voyez, par exemple, chez les patients hospitalisés, il y a écrit qu'on peut faire soit du remdesivir, soit de la Dexa plus du remdesivir, soit de la Dexacel. Bon, voilà, il y a tout un... Ça, c'est les recommandations américaines. Et je vous ai mis les recommandations de la PHP, j'ai fait local, qui sont un peu plus directives, qui sont... fluctuantes, qui vont peut-être bouger. Et donc, chez les patients peu symptomatiques, non immunodéprimés, il n'y a rien à faire. Chez les patients qui nécessitent une oxygénothérapie plus de 3 litres, on met de la dexaméthasone 6 mg par jour. Ça, c'est chez tout le monde, chez nos patients comme chez les autres. Il y a juste une étude qui a montré qu'il y avait peut-être un petit surrisque chez les patients LLC, l'étude que je vous ai montrée là sur la différence de survie. Peut-être qu'à cause des corticoïdes, ils se surinfectaient un petit peu plus, mais le bénéfice a l'air supérieur au risque, y compris chez les malades immunodéprimés. Donc, cette Dexa 6 mg a commencé dès qu'il requiert un peu d'oxygène. Le remdesivir, actuellement, dans nos services d'infectieux, n'est pas recommandé, mais notre infectiologue dit qu'ils vont peut-être y revenir, ça dépend des séries. Voilà. Le tocilizumab, qui est utilisé si pas d'amélioration après 48 heures de corticoïdes chez des patients très inflammatoires, ou directement chez tout patient qui nécessite un passage en réanimation, on utilise le tocilizumab. Donc voilà, donc je vous ai refait un petit point de recommandation des traitements, mais ce n'est pas du tout spécifique aux patients immunodéprimés, c'est chez tout le monde. Un petit mot du Covid long. Là, pour le coup, clairement, ça concerne les patients qui ont une hémopathie lymphoïde, les patients hypogammaglobulinimiques, les patients sous rituximab. Ils font des Covid longs. On vous l'a présenté dans les deux séries. Il y a plein de case reports. Il y a des revues de la littérature. Ça pose un problème évidemment pour le patient, mais aussi, probablement, c'est chez ces patients qui font des Covid longs qu'il y a une émergence de clones. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit Nicolas. En fait, on a eu aussi, nous, des patients qui faisaient PCR-neg, PCR-pause, PCR-neg, PCR-pause. Et clairement, ce n'est pas des réinfections, c'est un Covid long où la PCR, elle a été négative une fois par défaut. On a la patiente qu'on a dans le papier, en fait, les RT-PCR nasales étaient négatives, mais au LBA, c'était encore positif. Et donc, ces espèces de Covid long, c'est ça qui ferait émerger les clones un peu plus résistants. Et clairement, c'est la seule indication qui reste maintenant de plasma issu de patients immunodéprimés, immunisés, pardon, pas immunodéprimés, contre le coronavirus. Ça n'a pas prouvé son efficacité dans d'autres contextes, mais par contre, dans ce contexte-là, ça marche bien.
Alors, je voulais surtout vous parler des anticorps monoclonaux, donc, parce que je pense que là, en ce moment, c'est vraiment notre pratique et on a un vrai rôle à jouer, nous, qui prenons en charge ces patients. Donc, il y a 2 associations. Il y a l'Oronaprev, qui est une association entre le Casirivimab et l'Imdevimab, et c'est celui-là qu'on utilise. Il y a une autre association qui n'est pas utilisée, qui serait moins efficace sur certains variants, etc. etc. Sur ce Ronaprev, il y a une première publication en janvier 2021 pour montrer son efficacité, mais c'était surtout sur des données virologiques. On n'avait pas beaucoup de données cliniques, mais ça, je vais vous réexpliquer. On a quand même utilisé sur ces premiers papiers. Mais là, en septembre 2021, il y a ce papier qui est sorti dans le New England. Donc, c'est des patients tout venant qui étaient contacts. Et donc là, le papier, c'est sur cette première partie. C'est des patients contacts, mais qui n'étaient pas encore, qui avaient une RT-PCR négative au moment du screening et qui n'avaient jamais rencontré le SARS-CoV-2 qui avait une sérologie négative. Ou alors ils l'ont rencontré, mais ils avaient perdu leur sérologie. Et donc, ça concernait 1500 patients. Ils étaient donc randomisés Ronaprev versus placebo. Et juste, je vous montre, c'est donc du tout venant. Et les patients immunodéprimés, c'est vraiment peu. Sur l'ensemble de la cohorte, il y a 7 maladies auto-immunes et 15 patients qui recevaient des traitements immunosuppresseurs. Et là, pour le coup, ils ont choisi un endpoint clinique, c'est l'infection symptomatique. Et donc là, vous avez les patients du groupe placebo. Et là, vous avez les patients qui ont reçu une perfusion de Ronaprev. Donc, ça diminue les infections symptomatiques, ça diminue la durée de l'infection, ça diminue aussi les taux de virémie, donc possiblement la contagiosité. Voilà. Alors, là, actuellement, c'est quoi les indications du Ronaprev? Je vous ai mis les recommandations de l'HAS. Donc, il y a 2 utilisations en curatif. Depuis le 4 septembre 2021, c'est utilisé à forte dose chez des patients hospitalisés pour un Covid, sous oxygénothérapie non invasive, mais quand même avec de l'oxygène, et qui sont séronégatifs. Donc, soit ils ne sont pas répondeurs, soit ils ne sont pas vaccinés, voilà, et qui sont susceptibles de développer des formes graves de Covid. Donc, c'est assez vague. Et donc, c'est des fortes doses, c'est 4000 mg de chaque anticorps monoclonal et c'est une seule perfusion. Il y a une autre utilisation qui nous concerne beaucoup, c'est aussi du curatif. Ça, on fait ça depuis le printemps dernier. C'est des patients qui s'appellent fragiles, donc clairement les patients d'hémato, il n'y a pas de souci, ils sont dedans, qui ont une RT-PCR positive, mais qui sont, on espère, qui sont au début des symptômes. Il faut qu'ils soient à moins de 5 jours du début des symptômes. Ils peuvent être très symptomatiques, de la toux, de la fièvre et tout ça, mais qui n'ont pas d'oxygène. Et dans ces cas-là, ils ont aussi une perfusion de l'association, mais à moins dosée, 1200 mg de chaque anticorps. Après, cet été, l'HAS sur des données très, très préliminaires, c'est pour ça qu'on va en discuter, l'HAS a posé 2 autres indications. Alors, en post-exposition, chez des patients qui sont cas contact, donc là, c'est typiquement les patients de l'étude que je viens de vous présenter, là, l'étude du New England, donc des patients cas contact, mais qui ont une RT-PCR négative. Donc, ça, c'est les recos de l'HAS. Les mots-clés, c'est patients non répondeurs ou faiblement répondeurs à la vaccination et patients haut risque, donc les patients d'hématologie. Et donc là, ils ont une petite dose aussi. Donc, je vous remets, c'était 4000 chez des patients avec un Covid sous oxygène, 1200 chez des patients avec un Covid post-symptomatique. Et là, chez des cas contacts, c'est 600 mg de chaque anticorps en une seule perfusion. Et moi, pour moi, alors là, je me mouille, l'indispensable, c'est moi. Le Ronaprev chez les cas contacts ou chez les patients qui ont un Covid asymptomatique pris initialement. Chez nos malades d'hématologie, franchement, ça me paraît assez indispensable. Il y a peu de données, mais clairement, dans notre pratique, les patients ne font pas de Covid grave derrière. On a même des patients qui s'améliorent franchement. Ça soulève plusieurs problématiques. Et il faut connaître le statut sérologique de nos patients, puisque c'est chez des patients qui sont non répondeurs ou faiblement répondeurs. Donc, il faut vraiment monitorer la sérologie des malades régulièrement. C'est un message. Il faut vraiment il faut l'avoir, parce que pour faire la demande d'ATU, il nous demande quel est le statut sérologique des patients.
Et puis, il y a cette notion de faiblement répondeur. On en a déjà parlé en début d'intervention. C'est une grande discussion, le seuil de vaccination satisfaisant auquel on est en train de répondre. Attention, là, comme on vous le disait, les unités, enfin les sérologies, on est en train d'harmoniser les valeurs seuil qu'on vous rend. Donc, il y a une sérologie complètement négative. Bon, ça, c'est facile. Et puis après, chez les patients positifs, en fait, le problème, c'est que la sérologie n'est pas forcément le reflet du titre d'anticorps neutralisants. Donc, il faut avoir une sérologie positive et pas du tout d'anticorps neutralisants. Et la question, c'est de trouver cette espèce de limite où on est à peu près sûr d'être protégé parce qu'on a des anticorps neutralisants. Donc, c'est assez débattu, mais c'est en train quand même d'être réglé. Et moi, je trouve que là, c'est vraiment… pourtant, on pourrait croire qu'après 1 an et demi de Covid… bon, la plupart des gens ont compris, mais on a encore des patients qui n'ont pas compris. Et donc, il faut vraiment les éduquer parce que si vous voulez faire ces anticorps, il faut que vos patients ils sachent que dès qu'ils sont cas contact, ils vous appellent. Dès qu'ils toussent, dès qu'ils crachent, dès qu'ils ont un rhume, il faut qu'ils fassent la PCR. Et on a encore plein de patients qui tombent des nues quand on leur demande s'ils ont fait la PCR quand ils nous appellent parce qu'ils ont la bronchite. Et moi, je pense que c'est là où on a un vrai rôle à jouer. Il faut continuer moi, je pense que c'est vraiment hyper important parce que et finalement, il y a quand même plein de patients qui n'ont pas compris parce qu'ils sont vaccinés, ils pensent être complètement protégés, ou la bronchite, ce n'est pas un symptôme de Covid. Et là, je pense qu'on a tous vraiment un rôle à jouer sur l'éducation des patients. Voilà, d'autant plus dans ce contexte où, comme vous le savez, malheureusement, l'incidence remonte. Et il faut continuer à éduquer nos patients. Et c'est là où je voulais rediscuter, parce qu'on n'a pas tous choisi de faire la même chose. Il y a eu cette autre recommandation de l'HAS sur cette association, le Rhône-Aprève, aussi depuis cet été. Et donc là, c'est carrément en prophylaxie pré-exposition. Donc, chez des patients, alors il y a écrit non répondeur à la vaccination, mais il n'y a pas écrit insuffisamment répondeur. Mais si on veut être logique, les patients insuffisamment répondeurs, il faut aussi qu'ils aient accès si on décide de le faire. Et ce n'est pas les patients à haut risque, c'est les patients à très haut risque. Et donc, dans ces cas-là, il faut faire une première perfusion à 600-600, puis après, en préventif, faire 300-300 toutes les 4 semaines chez les malades. Ça pose des questions. Alors, qu'est-ce que c'est les patients à très haut risque qui a écrit sur les recommandations que c'est les receveurs de transplantation d'organes solides, les receveurs de greffe de moelle allogénique, les hémopathies lymphoïdes. Et donc, il n'y a pas les hémopathies myéloïdes, par exemple, ce qui se discute, parce qu'on vient de dire que les hémopathies myéloïdes, en fait, elles étaient aussi graves que les hémopathies lymphoïdes. Mais il y a quand même une phrase assez ouverte où il y a écrit « où tous les patients séronégatifs, après un schéma vaccinal bien conduit ou non éligible à la vaccination et qui présentent une immunodépression sévère et qui sont à haut risque de forme sévère de Covid ». Donc ça, c'est quand même… on peut interpréter cette phrase de façon assez… large et mettre d'autres patients dedans. À la PHP, on a reçu une petite note et donc, en fait, cette recommandation de la HAS, elle repose sur peu de données cliniques. Est-ce que c'est vraiment utile? Et puis surtout, en fait, il y a des données, il y a des problèmes logistiques. Il faut assez de doses et on n'est pas sûr d'avoir assez de doses. Il faut pouvoir convoquer tous ces malades en hôpital de jour tout le temps. C'est compliqué. Ils nous disent du coup qu'il faut passer en RCP tous ces patients. Alors nous, on a pris une décision à l'hôpital Saint-Louis qui est différente d'autres centres. Sur le manque pour l'instant de preuves évidentes qu'il faut le faire sur, pour l'instant, la faible circulation du virus et sur les problèmes logistiques qui sont un peu tribaux, mais voilà. Pour l'instant, on a décidé de ne pas proposer cette solution à nos patients, mais je sais qu'il y a plein de centres qui le font, hein. Alors ni aux malades d'hémato, mais ni aux autres patients immunodéprimés de l'hôpital non plus. Voilà, alors cette position, elle va peut-être être revue si jamais on voit que les taux d'incidence montent, etc., etc. Voilà, alors je n'ai pas du tout parlé de la vaccination parce qu'on vous a fait un large topo, juste quelques messages, elle est indispensable, vaccin ARN messager bien sûr, le schéma à 3 doses, il est en train de s'imposer en hématologie comme on vous l'a montré aussi dans la transplantation d'organes. Moi, je pense que c'est important de monitorer la sérologie chez nos patients d'hématologie. Des fois, on peut éventuellement…
faire un peu à la carte, par exemple. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi qui fais du myélome, les patients qui sont que sous rétube d'entretien, et ben 2 doses, parfois, ça suffit. C'est pas forcément la peine de faire la 3e dose. Ils ont une super réponse quand ils n'ont pas de DARA, pas de corticoïdes, etc. etc. Donc, c'est important de monitorer la sérologie, je pense, chez nos patients. Et en plus, comme je vous le rappelle, il faut avoir ce statut sérologique pour pouvoir prescrire les anticorps. Les 4e doses chez les faibles répondeurs, je suis assez d'accord, si après 3 doses, c'est 0, donc ça ne sert à rien. Mais chez les faibles répondeurs, est-ce qu'il faut faire une 4e dose? On n'en sait rien. Chez les patients qui ont eu 3 doses, probablement il faut faire un rappel à 6 mois. Ça paraît assez logique. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de monitorer la sérologie. Voilà, j'ai fait une diapo un peu plus petite, mais effectivement, je remercie tous les gens à Saint-Louis qui participent à lutter contre le Covid. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou Là, vous vouliez qu'on discute du Ronapreve. Ouais. Alors, juste quelques éléments. Il n'a jamais manqué de doses en France. Il y avait de quoi faire des énormes quantités. Il y a une partie qui a été même détruite parce qu'elle non utilisée en France. Donc, effectivement, le bruit qui courait à la PHP, comme quoi il n'y avait pas de dose, était malheureusement faux. D'ailleurs, il reste encore des quantités de doses non utilisées puisque personne n'a utilisé le Ronapreve. Donc, c'est triste, mais c'est comme ça. Le principal problème est effectivement logistique et c'est une histoire de volonté. Après, il y a une vraie… est-ce que c'est utile, quoi? Vous verrez notre papier qui paraîtra, j'espère, dans un grand journal. Vous verrez que c'est très utile. Je ne peux pas vous dire. On n'a pas eu de décès de Covid depuis longtemps. Donc tout Pardon? On n'a pas eu de patient décédé de Covid depuis… Oui, mais bien sûr, mais sauf qu'il faut le tester au bon moment. Nous, on l'a testé au mois d'août, au moment où la région Occitanie était la région avec les plus fortes circulations virales, puisqu'on était les premiers en métropole derrière les dom-toms. Et à l'époque, effectivement, ça circulait beaucoup chez nous et il y a une différence entre ceux qui l'ont eu et ceux qui ne l'ont pas eu. Oui, mais du coup, je pense que c'est décider Il n'y a aucune raison. Je veux dire, on utilise cette stratégie pour le VZV, on utilise cette stratégie dans d'autres pathologies. On injecte des anticorps pour des patients en cas de virus. Par exemple, un immunodéprimé sévère qui est en contact avec une varicelle sévère peut recevoir des immunoglobulines s'il n'est pas positif. Ah oui, mais en prophylaxie secondaire, il a été en contact. Vous ne Oui, faites pas un préventif. C'est juste que comme il y avait un taux d'incidence très bas au moment où on a pris cette décision. Oui, mais sauf que quand le taux de circulation virale est à 600 ou 700 pour 100 000 habitants, je mets au défi qui que ce soit de savoir qui est contact, qui ne l'est pas. Oui, c'est ça, mais je pense qu'il faut adapter au taux d'incidence les décisions. Non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Mais en l'occurrence, nous, c'est le taux d'incidence quand on a pris… Mais on va probablement évoluer, mais le taux d'incidence, il était plutôt plus faible au moment où on a pris cette décision. Voilà. Et nous, on a fait que 2 injections. Nous, on a fait août qui a couvert jusqu'en septembre jusqu'en octobre, et on n'a pas refait la 3e que chez que les patients qui sont très exposés, même si ils n'ont pas d'anticorps. Ah, d'accord. On n'en a fait que 2 et on attend celui d'AstraZeneca qu'on n'avait pas mentionné qui va couvrir pour 6 à 9 mois. Et donc, ils auront une injection tous les 6 à 9 mois, donc c'est mieux que le vaccin. Et je peux vous dire que les taux circulants n'ont rien à voir avec les taux qu'on peut observer avec la vaccination. Ah oui, ça, les patients qu'on a pris, nous, qu'on a fait en prophylaxie secondaire, chez les cas contacts, ils montent leur sérologie énormément, mais c'était juste… oui, certes, ils montent leur sérologie, mais comme on avait un taux d'incidence et pas beaucoup de Covid grave, ça nous… Voilà. C'est une stratégie. Moi, je pense qu'on n'a pas le droit, maintenant de ne pas l'utiliser en préventif, en post-exposition. En post-exposition, ça, il n'y a pas de souci. Même en préventif. Je me vois mal expliquer à un patient qui a été vacciné 3 fois, qui a 0 anticorps, en lui disant j'ai des anticorps qui vous mettent à 10 000 BAU par millilitre, mais en fait, je ne vais pas vous le faire parce que je ne sais pas ce que ça fait. C'est la même chose à ce moment-là, il ne faut pas vacciner les gens. C'est le même principe. La seule chose, c'est le problème logistique. Parce que les transplantés, je ne sais pas si vous regardez
le taux de protection il est extrêmement faible. Chez une grande majorité, il est très faible. Et donc, à ce moment-là, si vous pouvez leur donner 10 fois plus et les couvrir pendant, et très probablement, ce n'est pas tous les mois qu'il faudra le faire, c'est largement au-delà parce que ça persiste au-delà. Oui, c'est ça, mais c'est le côté tous les mois, jusqu'à quand est-ce qu'on ne fait pas varier ça en fonction du taux de l'incidence quand c'est ce qu'on a l'incidence monte. fait. C'est ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'au moment de la forte circulation, on l'a fait. Quand la circulation a baissé, a arrêté. Mais maintenant qu'on va avoir celui d'AstraZeneca qui va couvrir pendant 6 à 9 mois, je serai patient immunodéprimé, je l'exigerai. Non, mais je pense que globalement, on dit là, on est d'accord. Je pense qu'il faut protéger nos patients immunodéprimés, ça c'est sûr. Après, c'était à nous, à un taux faible de circulation. On a décidé pour l'instant de ne pas le faire. On le fera probablement si l'incidence est là, elle est en train de remonter. Et effectivement, est-ce qu'il faut le faire tous les mois? Est-ce qu'il ne faut pas moduler en fonction des sérologies? Voilà, je pense que globalement, le message est à peu près le même. Et là, il faut encore se méfier encore plus des sérologies parce que toutes les sérologies ne détectent pas correctement les anticorps neutralisants des monoclonaux. Il y en a très peu qui les détectent et qui les détectent correctement. Les autres, ils détectent des traces, mais pas le chiffre exact. Ok, on a quelques questions dans le chat. Une question sur justement, est-ce que ces anticorps après Ronaprev notamment peuvent être détectés plus de 6 mois après ou enfin combien de temps est-ce que ça ils restent détectables s'ils peuvent l'être du coup s'il y a des problèmes de détection? Ben, il faut avoir le bon test déjà, il faut avoir le bon test. Tous les tests ne les détectent pas. Et pour l'instant, on n'a pas assez de recul pour des patients qui ont eu du Ronaprev à qui on l'a arrêté et qu'on a suffisamment de recul. Pour l'instant, nous, on a à peine 1 à 2 mois de recul, 1 mois de recul sans Ronaprev. Mais on est encore à des taux très forts. D'accord. Et quid du Ronaprev et de l'immunité cellulaire? Est-ce qu'il y a des données là-dessus? Non, je ne crois pas. Et ensuite, on a une dernière question qui est sur est-ce que vous avez eu connaissance ou vu des patients qui ont été traités pour un Covid long par Ronaprev plutôt que du plasma convalescent notamment? Non, alors en préparant, j'ai vu un case report, mais c'est tout, quoi. Pour l'instant, je n'ai pas vu d'autres. Après, sur le plan physiopathologique, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas parce qu'on apporte des anticorps à des doses beaucoup plus importantes. Et peut-être plus accessible, plus facilement accessible en plus, du coup. Sûr. Ok, bah, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir donc participé à ce webinaire et puis merci à ceux qui ont assisté également. Et donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de. Éventuellement, moi, je voulais juste rebondir sur le dernier topo. J'ai regardé en même temps les chiffres qu'on a eu à Lille de formes graves et décès entre la première et la deuxième vague. C'est assez similaire en fait. Il y a un peu plus de formes graves pendant la première vague, plutôt 40% et plutôt 33% pendant la deuxième. Les taux de décès, c'est 23 et 24% respectivement. 24 et 23%. 24 pour la première vague, 23 pour la deuxième vague. Donc, moi, je pondérerais un petit peu la virulence décroissante du Covid en fonction du temps, parce que certes, probablement on le soigne un petit peu mieux, mais nos patients répondent quand même pas bien, que ce soit sur le plan humoral ou cellulaire, au vaccin, et les variants sont quand même plus transmissibles et plus létaux. Voilà. Il y a exactement les mêmes résultats en greffe rénale. Aucune différence entre première et deuxième vague sur la mortalité, malgré le dexaméthasone, le tocilizumab et tout le reste. Et donc sur ces données réjouissantes, je vous propose qu'on s'interrompe ici
Et donc, bon courage à tous ceux qui vont s'occuper des patients Covid qui risquent d'arriver dans les services là, dans les prochaines semaines. Et puis encore merci pour les topos que vous nous avez présentés ce soir. C'était vraiment très, très, très bien et très didactique. Et je pense que les messages sont passés. Donc encore merci. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, bonne Merci à soirée. tous. Au revoir. Au revoir.